le truc qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est l'investissement sur moi. Mais quelqu'un qui veut créer une entreprise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Une idée n'est pas figée, Ok. elle peut pivoter. Il faut s'attendre à la faire pivoter. Des fois, on part sur une idée et après, on voit que les gens veulent plus ça ou plus ça. Il faut prévoir éventuellement à repousser. Parce que, voilà, ça peut arriver que la banque prenne du temps ou les différents documents ne sont pas arrivés à temps. Et aujourd'hui, chez nous, on a la possibilité de sortir les gens de la précarité. Mais pour sortir de la précarité, il faut, comme je l'ai expliqué, avoir votre idée, bien entendu, de création d'entreprise. Parce que c'est ce que moi, je connais. Ce qu'on demande à un entrepreneur, c'est de commencer avec ce qu'il peut. Si on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez zéro, mais vous pouvez avoir jusqu'à entre 50 et 75 000 euros pour commencer votre projet, vous devez le faire. Et même si vous ratez, mais au moins vous aurez une expérience. Un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Ah, un jour nous allons mourir et tous les autres jours nous allons vivre. Ah, avec Vincent, et Claudie. Aujourd'hui, notre invité du jour, c'est Monsieur Tross Fabrice. Donc, Monsieur Tross Fabrice, je vais tenter de le présenter rapidement. Il va compléter. Donc, Fabrice, c'est un ami de longue date que je considère comme un expert en levée de fonds, création d'entreprise. Je me réfère à lui quand j'ai besoin d'informations particulières sur tout ce qui va être les aides aux entreprises notamment. Et il a bien sûr plus de cordes à son arc, plus de flèches, hein, Ouais, comme tu veux. Voilà. Et toi, Jordi, comment ça va? Moi, ça va très bien, hein. Ça va. Je connais aussi Fabrice, hein, dans le domaine du sport, notamment du volley, puisque nous avons joué ensemble. Et puis, voilà, hein. Donc aujourd'hui, on va parler de Fabrice Tross. Et au fur et à mesure, mais on va voir jusqu'où ça va nous mener. Et je peux vous assurer que la discussion sera très intéressante. Merci. Fabrice, bienvenue, hein. Donc, on t'a présenté rapidement. Maintenant, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Aujourd'hui, bien entendu, hein. Aujourd'hui, plus effectivement, quelqu'un qui accompagne les porteurs de projets dans le domaine des subventions et plus quelqu'un qui essaye d'améliorer la société avec la création d'entreprises. Ok. Voilà. Donc, identifier les problèmes et essayer de trouver des solutions, mais en créant des opportunités économiques. Ok. Voilà. Donc, n'oublie pas, hein. Donc, là, tu es dans un podcast, mais c'est en mode décontracté. Tu es libre de parler de ce que tu veux. Tu n'es pas venu pour parler d'un sujet particulier. Tu parles de ce que tu veux. On peut partir dans tous les sens, il faut le savoir. On n'est pas fermé sur quelque chose. On peut rebondir, mais c'est toi, on va dire, c'est toi le king du jour. Merci. C'est vraiment toi qui donnes la direction. D'accord? Ça Nous, on marche. est là pour discuter. Ok. Comme d'habitude. Ça On est en marche. discussion. Je suis assez impressionné par tout ce qui est technique devant moi, mais en tout cas, merci à toi. Je n'y crois pas, hein. Je vais peut-être, voilà, avec les quelques minutes, je vais plus voir toute cette technicité autour de moi et être beaucoup plus à l'aise pour échanger. Ok. Tu voudrais qu'on parle de sujet en particulier aujourd'hui? Ou tu préfères qu'on mène la danse? Mener la danse. Hein, On mène la danse? Oui. Ok. Moi, j'aimerais que tu nous racontes brièvement, si tu veux, ton parcours. C'est-à-dire, j'aimerais que tu nous expliques, selon tes mots, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Enfin, une des choses que tu fais, c'est sur quoi tu veux mettre l'accent. Et nous dire par où tu as commencé, comment tu es arrivé jusque-là. Voilà, mais tu peux y aller brièvement. Hein. C'est juste vraiment pour qu'on comprenne, parce que tu as d'autres personnes qui peut-être aimeraient faire les mêmes choses et qui se demanderaient, qui aimeraient voir, être un peu inspirés, voir par quoi tu es passé. Le chemin n'est pas forcément linéaire, hein, mais juste pour comprendre aussi un peu qui est Fabrice. Ça marche. Moi, je suis né en France.
Et du coup, le fait... On est en France, là. Hein. Enfin, en France hexagonale, donc, dans l'Essonne. Mm. Et je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 7 ans. Donc, du coup, j'ai eu un premier déracinement, Ok. entre guillemets, dans le sens où, au départ, quand mes parents nous ont dit qu'on allait retourner en Guadeloupe, en fait, compte, pour moi, la Guadeloupe, c'était des chemins de terre. Je me rappelle bien d'un cauchemar, enfin, un cauchemar, je ne sais pas que c'était un cauchemar, enfin, un rêve, où j'avais rêvé la Guadeloupe comme si des chemins en terre et comme si on était dans un pays en voie de développement, en fait, compte. Et du coup, ce rêve-là m'était resté, en fait, compte. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, du coup, ce qui est resté, c'est vraiment quand même le côté surprenant de la pluie chaude. Oui, quelque part, on peut avoir son idée, mais la conclusion, c'est qu'il faut pas avoir peur de se déplacer. Et donc ça, c'était ma première expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis, mais c'est déjà cette notion de voyage, l'importance du voyage, d'accord, qui construit plus ou moins un homme ou quelqu'un. La première chose, ça a été ça. Sortir de sa zone de confort un Voilà, peu. tout à fait. Voir Et- autre chose. Ouais. Voir que notre réalité n'est pas universelle, elle ne s'applique pas à tous les territoires et à tout le monde. Exact. Mais au niveau voyage, voilà. Mais voilà, on en parlait là. Mais c'est ça, globe trotteur. On en parlait. Et là, je te rejoins où le voyage, ça t'épanouit, ça t'ouvre, ça t'ouvre pleinement. Humainement parlant, ça te fait grandir. Exactement. Pour venir en Guadeloupe, on avait pris une compagnie. À l'époque, cette compagnie, c'était une compagnie maritime et qui faisait un forfait ou qui avait un moyen où tu venais en cargo, en fait, compte. Donc, il y avait quelques places pour des personnes qui voulaient voyager. Et tu pouvais voyager, entre guillemets, avec ton conteneur, quoi, parce que c'était une compagnie maritime de cargo. Et donc, du coup, déjà, c'était une façon différente, en fait, compte de voyager. Parce que pour nous, voyager, même à cette époque-là, c'était prendre l'avion. Mais le fait de venir à un endroit de façon différente, avec un cargo qui est un mix, en fait, compte, ça m'a permis déjà, dans ma formation, de me dire que pour aller d'un point A à un point B, c'est pas forcément le chemin que les gens te donnent en général. Et que pour aller à un endroit, il peut avoir d'autres solutions. Et ça m'a formé aussi, qui fait que ce que je fais aujourd'hui, c'est assez particulier. J'ai pas peur d'aller sur des chantiers battus de façon à apporter des solutions. Et tout. Donc ça, c'est vraiment mon enfance. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, du coup, refaire des nouveaux amis, reprendre un ancrage, on va dire, sur un endroit où je parlais pas créole. Enfin, j'avais effectivement un certain nombre pas forcément de barrières, mais une question d'adaptation. Et donc, ça m'a aussi appris à m'adapter, en fait. Et donc, tout ceci a fait que, quand j'ai commencé à travailler, puisque travailler lorsqu'on est jeune, c'est l'école, en fait. Les rencontres que j'ai eues quand j'étais à Petit-Bourg, moi j'étais scolarisé en école publique à Tu as fait quoi Petit-Bourg. comme cursus? Alors c'est le cursus classique, hein, puisque quand on Non, était mais par exemple, tu sais, tu as littéraire, scientifique. Ah, mais moi je parlais déjà en primaire. Hein. Ah, primaire, d'accord, Donc, excuse-moi. Ok. Voilà. Ok. Donc en primaire, et c'est vrai qu'en primaire, ce qui a fait que c'était particulier, c'est justement cette notion de décalage, enfin pas forcément décalage, mais comme j'avais fait mes premières classes en France hexagonale, quand je suis arrivé ici, je dis pas que j'avais un avantage, entre guillemets, mais le fait que le français, enfin, moi, ce que j'avais déjà appris là-bas, ça a fait que je me suis positionné parmi les bons élèves, entre guillemets. Ok. Et alors ça a certes facilité peut-être mon intégration au niveau scolaire. On s'adapte vite en tant qu'enfant. Lorsqu'on est dans les cours de récréation, les enjeux, les codes, etc., lorsqu'on n'a pas vécu forcément ici, il y a un temps d'adaptation. Voilà. Mais j'ai eu beaucoup, et ça m'a forgé, en fait, compte. J'ai eu beaucoup de chance.
c'est pas forcément de chance, mais j'ai rencontré des bonnes personnes. Des personnes qui m'ont aidé à m'intégrer ou à me protéger, entre guillemets, du fait que, ben voilà, j'ai toujours été un gars cool, quoi, quand même, de base. Et ça m'a énormément aidé. Mais cette base-là était super intéressante parce que la chance qu'on a eue dans cette école, c'est qu'il y avait une salle informatique. Et dans cette salle informatique, ben, j'ai été attiré, en fait, très rapidement par la technicité et l'info. Ok. Notamment le langage basique et tout, mais c'était très jeune. Et je pense que ça a été un point important qui a fait que j'ai pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Sport in Finance, c'est une société que j'ai créée en sortie de Montpellier, hein, puisque j'étais au départ, quand j'ai terminé mon cursus en Guadeloupe, mais j'ai été après faire le collège de la Jaille, l'école des sœurs. Donc, parallèlement à ça, j'étais Tu l'as devenu assidu. Voilà, j'étais très. Voilà. Mais avant ça, j'étais enfant de cœur. tu vois, ouais, devenir prêtre? j'ai été. Alors, certaines personnes voyaient cette vocation comme quoi, ouais, il peut avoir une vocation spirituelle et tout par rapport à ça. Mais pas. Voilà, j'étais juste enfant de cœur et assidu. Ça l'aurait fait, hein? Ouais. Imagine. Vous en prête. Ouais. Why not? Donc, j'ai été à la JA et j'ai eu mes premières, et ça, c'est important aussi, ça m'a servi aujourd'hui, mes premières expériences de jeunes, puisqu'on faisait des fois des rencontres. Alors, de jeunes, je parle de jeunes, comme on parlait juste avant de notre. Alimentaire. Ouais, voilà, jeunes alimentaires, mais c'était juste des jeunes spirituels, en fait. Ok. Et donc, c'est très important également. Donc, j'ai commencé à apprendre cette notion d'importance de réfléchir ou de s'isoler éventuellement pour avoir une spiritualité, un contact, la prière, etc. Donc, c'est vrai que ça m'a énormément formé par rapport à qui je suis aujourd'hui. Et donc, il y a une bonne éducation techniquement à la GEI, notamment pour les professeurs en implication et tout. C'est une école privée aussi. Hein. C'est vrai que très tôt, j'ai eu la chance, pas pour faire la différence entre privé et public, hein, mais j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un cursus privé à la GEI qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes et qui m'a permis ensuite d'intégrer, d'aller à Bainbridge, après, qui était technique. Donc, toujours cet aspect technologique. Il y avait aussi une salle de technologie à la GEI qui était bien dotée, avec des personnes bien motivées, qui a fait que j'ai continué vers, effectivement, une seconde à l'époque TSA, qui était technique des systèmes automatisés. Donc, j'ai gardé ce lien et qui a fait que j'ai pu développer Sport in Finance. Okay. C'est très important de parler de la GEI parce que c'est à la GEI aussi que j'ai été détecté par rapport au volleyball. Okay. Donc, et la plupart des personnes qui jouent au volleyball, qui ont un bon niveau ici, sont des personnes qui ont été détectées, et c'est d'où l'importance de la détection du volley, et qui ont été détectées lors du volleyball à l'école. Ok. Et donc, du coup, à l'école, c'est comme ça à l'UNSS, donc déjà au sport, ensuite l'UNSS, et de l'UNSS que j'ai pu rencontrer effectivement un certain nombre de personnes. Donc, c'est très important parce qu'il n'y a pas que... Aujourd'hui, on va parler de Sport in Finance, pour comprendre pourquoi Sport in Finance. Justement, j'allais te poser la question. Ça tombe bien. J'allais lui demander pourquoi Sport in Finance. Parce que toi et moi, on a déjà eu des discussions là-dessus. Oui, oui. Et au niveau de sa cible client, des personnes qui peuvent vraiment aider, j'expliquais parfois que le Sport in Finance, ça ne parlait pas forcément, notamment sur le côté aide à la création d'entreprise. Tu vois, parce que des fois, le problème, c'est que si tu n'as pas une certaine congruence, je cherche le bon mot, c'est une cohérence, mais plus congruence entre ton nom, ta marque, tout ça, tu perds des gens. Tu vois, tu perds des gens parce que les gens vont se dire, par exemple... mais c'est le sport, c'est pas pour Sport moi. in Finance, c'est la finance dans le sport. Ouais. Tu vois, ils peuvent ne pas se sentir concernés, alors qu'en réalité, je vais te laisser dire, mais qu'est-ce que tu fais vraiment dans Sport in Finance? En fait,
j'ai toujours eu cet amour ou cette notion d'aider mes compatriotes ou les personnes avec qui j'ai œuvré ou je me suis développé. Donc, c'est vrai que le volleyball, ça m'a permis d'être entouré avec des sportifs. Donc, je me suis toujours dit, je vais créer une société au départ. Quand j'ai créé cette société, c'était pour l'aide à la reconversion des sportifs professionnels. Donc, dans la cohérence, j'ai vu qu'il y avait un problème en fait. Le problème, c'est qu'il y avait des fois des sportifs qui arrivaient en fin de carrière et qui n'avaient plus de sous, ou des sportifs qui se faisaient arnaquer. Et donc, du coup, je me suis dit, pour les personnes avec qui j'ai évolué, pour le monde du sport, je voulais mettre en place un service qui permet la reconversion des sportifs professionnels. C'est parti de là, donc C'est parti Sport de là. in Finance, ouais. Et donc, quand après, je suis revenu au pays, enfin en Guadeloupe pour des raisons personnelles, du coup, j'ai pas voulu fermer la boîte. Voilà, j'ai dit, mais je vais garder, puisque j'avais déjà une clientèle de sportifs, garder plus ou moins 10% de mes projets autour du sport et orienter plus la reconversion professionnelle. Donc, juste pas trop insister sur le côté sportif, mais étant donné que j'étais déjà connu par rapport au sport, donc j'ai gardé Sport in Finance et communiquer plus sur la reconversion des professionnels. D'accord ? Parce que j'ai constaté que les sportifs, comme les chefs d'entreprise, ils avaient pratiquement les mêmes problématiques. Parce que certains partaient à la retraite. Vous pouvez même demander aujourd'hui, c'est très, très préoccupant. Aujourd'hui, c'est un sujet, la retraite qui est sur la table, puisqu'on parle de retraite à 66 ans, on ne sait pas 64, etc. Donc, le chef d'entreprise qui met tout dans une société qui, à la fin, il n'a pas de retraite, voire pire, il perd sa boîte avant de faire un exit. Alors, l'exit, c'est comme s'il revend sa boîte ou bien il a donné à ses enfants. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, de ce côté Sport in Finance. Donc, j'ai gardé. Mais maintenant, avec effectivement, parce que j'ai rencontré Vincent entre-temps qui m'a énormément aidé dans la partie marketing, donc passer un des caps. Donc, merci Vincent. Et donc, sur cette partie de stratégie, maintenant, j'ai plusieurs d'autres sites internet, par exemple levedefonds.eu, enfin voilà, qui sont plus, sont plus adaptés. Voilà, ça c'est mais je garde les valeurs sportives et j'ai toujours des projets sportifs et je suis toujours très content quand j'ai des sportifs qui viennent me voir pour soit développer leur projet, peut-être bientôt toi, voilà. Bien évidemment. Et d'autres qui sont vraiment purement liés à un développement endogène du sport. Ok. Ouais. Pendant qu'on parle de développement, tu parles beaucoup du sport, mais tu fais pas que ça. Tu aides à la création d'entreprises, ou à la développement, à la croissance, structuration. Oui. Alors attends. Structuration, levée de fonds. Levée de fonds ou bien aide? Alors, c'est pas forcément la même chose. Ou est-ce que tu mets ça pareil, dans le même... C'est un accompagnement et ça dépend de chaque personne. Mais c'est la levée de fonds, elle peut venir parce que il peut être business angel. Ouais. Et dans ce cadre-là, j'utilise mes propres fonds que je mets directement dans des structures, mais c'est aussi une forme de levée de fonds. Je peux accompagner, c'est-à-dire dire, voilà, je connais quelqu'un qui a des fonds, je vous accompagne pour pouvoir techniquement, juridiquement, effectuer la levée de fonds. D'accord. Et tu m'as parlé aussi à la reprise aussi. Tu peux aider par exemple quelqu'un à reprendre une entreprise. Exactement. Alors, toujours, parce que lorsqu'on est sur la reprise d'une société, il faut... Des fois, la personne qui reprend l'entreprise n'a pas forcément tous les fonds. Et donc, à chaque fois qu'on a un projet, il y a une façon de lever les fonds. Donc oui, la reprise fait partie. Ça fait aussi partie d'un processus de croissance d'une entreprise. Ok. Et donc, du coup, oui, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise également. Ok. Je me rappelle aussi une fois, je t'avais accompagné sur la mise en place, alors pas la mise en place, plutôt la commercialisation d'une formation c'était les investissements touristiques. Oui, exactement. Les projets pour les personnes qui ont des projets à caractère touristique. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, s'il te plaît? Alors, le processus au début et après la fin ou... Non, alors la formation en question, en tout cas, je me rappelle,
c'était pour aider les personnes à créer des gîtes. Oui, tout à fait. Tu te c'est ça. rappelles? Mais c'était tout un processus parce qu'ici, alors je vais aller assez. Non, attends, juste avant de te laisser la parole, donc on avait fait un webinaire, Mhm. on avait fait une conférence. On a fait Ensuite, un webinaire avant, une conférence après physique. le webinaire, c'était pas après? Non, on avait fait le webinaire avant Avant. pour augmenter, voilà. Ok, donc on a fait le webinaire avant, on Mhm. a fait la conférence physique, Mhm. et ensuite, la formation, c'était au Gosier sur 2 jours, et avec un oui, accompagnement. exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. C'est tout un processus, c'est vrai. Ouais, c'était pour recadrer, enfin, remettre en contexte, pas recadrer. Pour C'est contextualiser. très important. C'est très important parce qu'au départ, à l'époque où on parlait de webinaire, c'était au tout début. Il y avait très peu de personnes qui connaissaient c'était quoi un webinaire ou Mhm. comment ça fonctionnait. Et, Ça faisait 10 ans que j'en faisais, quand même. oui, enfin, toi, Mais avant moi, avant Ouais. notre. Oui, oui. Ok. Oui. Bah, écoute, Mais en fait, c'était connu il y a déjà 10 ans aux États-Unis. oui, voilà, Tu en vois, francophone. En francophonie, c'était déjà connu aussi, mais c'était très peu utilisé. D'accord. C'est des gens comme moi qui étaient déjà dans l'infoprenariat, Mhm, qui l'utilisaient déjà en stratégie, mhm. notamment quand on fait des super lancements. À l'époque, hein, c'était les super lancements. Oui, oui, Et en tout à fait, tu terminais en fait ton super lancement. Mhm. Enfin, c'est ce qu'on appelait après ça les lancements orchestrés Mhm. par Sébastien. Par de la formation éventuellement. Ou... Non, mais en fait, tu vendais souvent de la formation, Ok. ou n'importe quel produit, hein, D'accord. mais souvent de la formation d'accompagnement. Mhm. Donc, c'était les fameuses 3 vidéos, je sais pas si tu te rappelles. Oui, tout à fait. Donc, 3 vidéos plus une vidéo de vente. Mhm. Et ensuite, tu avais en général un webinaire de clôture. Mhm. Toi, c'est la stratégie. Donc, à l'époque, les gens qui utilisaient la stratégie des lancements avaient l'habitude de faire des webinaires. Mhm. Alors, à l'époque où nous, on l'a fait, c'était pas beaucoup utilisé dans le contexte où on l'a fait, Mhm. parce qu'on ne l'a pas utilisé dans le contexte de lancement. Et aujourd'hui, c'est très utilisé en termes de stratégie. Le Oui. webinaire aujourd'hui, tu as Même plein de personnes automatisé, ouais, voilà, tout à fait. qui vendent des choses par webinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose maintenant une pratique courante, Mhm. entre guillemets. Ok. Ouais. Ben, bien comprendre, c'est que étant donné que c'était quelque chose de nouveau, de Mhm. novateur, ben, et en plus, il fallait passer de l'autre côté de la caméra. J'avais peur, tout simplement. J'avais Mhm. peur de passer le cap et tout. Et au-delà d'être plus ou moins peut-être compétent dans un domaine, passer sur le mode média, passer devant la caméra ou parler à plus de 10 personnes et tout, c'est quelque chose qui était vraiment difficile pour moi. Ok, Donc, franchement, j'avais peur. ok. Et c'est là où toi, tu as été super fort parce que tu m'as accompagné en fait compte. Mhm. Tu étais là, tu étais On l'a fait avec moi ensemble. derrière, voilà. Tu étais là aussi avec moi derrière la caméra, on l'a fait ensemble en fait compte. Mhm. Et ça m'a permis de passer à autre chose qui fait que ben, je me suis retrouvé au salon de l'habitat devant plus de 200 à 300 personnes pour pouvoir expliquer ben, comment lever des fonds, comment avoir des subventions dans le domaine de l'habitat à Ok. l'époque, quoi. Donc, c'est énorme. Mais j'ai une question. Alors, pourquoi tu n'as pas reconduit la stratégie qu'on avait mis en place pour notamment vendre ta formation? Mhm, Puisque finalement, en termes business, hein, mhm, alors bien entendu, hein, c'est pour aider un maximum de personnes. Hein. mhm. Donc, il y a 2 côtés. Quand tu as un business, tu aides des gens, mais tu fais aussi du chiffre d'affaires bénéfice. Mhm. Et si tu n'en fais pas, tu peux aider personne finalement. Donc, Oui. moi, en fait, pourquoi tu n'as pas reconduit cette stratégie de faire soit une conférence ou soit un webinaire et pour vendre des accompagnements après? Alors, c'est plus pour des raisons personnelles parce que D'accord. juste après, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Ah, ok, d'accord. Ok. Et donc, du coup, la stratégie était plus d'avoir des clients ou faire de la formation. Je crois que même que j'ai dû avoir ben, des revenus complémentaires ou enfin, j'ai dû travailler différemment en fait. D'accord, parce que cette stratégie t'avait quand même amené, je crois que tu m'avais dit, ça t'avait amené l'équivalent en un week-end de ton chiffre d'affaires du mois. Ah oui, non, mais ça c'est clair. C'est clair que c'était intéressant. Mais c'est vrai que dans notre modèle, il faut attendre quand même 6 à 1 an, Mhm. parce que le temps d'obtenir les subventions, Mhm. d'avoir, ou bien entre le permis, le prêt bancaire et les subventions, du coup, ça prend un certain nombre de temps. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas tout de suite reconduit, en Ok. fait, compte cette stratégie. Et Ouais. entre-temps, ben,
il y a eu d'autres personnes qui sont venues, donc il n'y avait pas besoin de recommencer le... D'accord. Quand ça a fonctionné, voilà, on ne fait pas forcément... Parce que derrière, il faut être en capacité De de délivrer. scaler et de délivrer. Voilà, tout à fait. Ok. c'est ça. On parlait... T'as entendu ce qu'on disait? Oui. Ok. Bien sûr. Bon, ben, c'est bon. Mhm. T'avais des questions? Pour l'instant, non. Non? C'est bon. Je vais te demander, aujourd'hui, est-ce que tu continues? Qu'est-ce que tu proposes comme service, comme produit aujourd'hui? On apprend tout le temps. Lorsqu'on est chef d'entreprise, je pense que la méthode aujourd'hui, c'est vraiment la méthode de tester à chaque fois. Donc, ça ne fonctionne pas très rapidement. C'est-à-dire, très rapidement, il faut faire des erreurs pour ne pas continuer à la faire et changer. Et donc, l'un des points essentiels qui est arrivé, c'était vraiment de créer une offre qui soit uniquement la mienne. Et donc, récemment, j'ai rechangé mon site Internet, par exemple, avait pas mal d'informations, etc. J'ai tout recentré à une landing page, on va dire. Une landing page. Ben, C'est quoi? Lui pose la question aujourd'hui. je sais Non, pas. peut-être qu'il allait continuer. Ah, Laisse d'accord. continuer. non, mais c'est vrai que comme tu as dit, une landing page... Parce que souvent, tu sais, on a tendance à utiliser des termes, mais en fait, finalement, ton audience, ceux qui t'écoutent, ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Ouais, Donc, moi, je ne suis pas dans. Donc, on va définir tout de suite. Landing page, c'est une page d'atterrissage, traduite littéralement. Hein. Ça veut dire que c'est une page qui a un objectif. Par exemple, on va dire que tu veux que cette page ce soit pour recueillir des inscriptions. Le seul objectif de cette page, ça va être une landing page, mais on va appeler ça une opt-in page. Opt-in page. Mhm. Opt-in. Opt-in, ça veut dire laisser tes coordonnées. Mhm. Mais c'est une landing page. En fait, toutes les pages sont des landing pages, des pages d'atterrissage. En fait, toutes les pages. Toutes les pages qui ont un objectif principal sont des landing pages. En réalité, toutes les pages sont des landing pages. Mhm. Je vais bien reprendre. Toutes les pages sont des landing pages, sont des pages d'atterrissage. Mais idéalement, chacune des pages devrait avoir un objectif principal. Mhm. Mhm. On va avoir beaucoup de pages d'accueil Ok. qui n'ont pas d'objectif. Tu vas arriver sur une page d'accueil, tu vas avoir plein de trucs, machin. Ouais. Alors qu'en réalité, même la page d'accueil devra avoir un objectif principal Mhm. pour être une bonne landing page. Ok. Tu vois, mais après, il y a des pages qui sont vraiment très spécifiques. Une opt-in page va avoir juste un formulaire pour que tu laisses tes coordonnées pour recevoir quelque chose, par exemple. Mhm. Et il ne devrait pas avoir trop de possibilités de faire autre chose sur la page Mhm. pour que tu restes vraiment concentré sur cet objectif principal. Et donc, Ok. grossièrement, c'est ça une landing page. Mhm. Quand on parle d'une landing page, c'est ça. Mhm. Et en général, aujourd'hui, avant, on faisait beaucoup des sites Internet. Aujourd'hui, on parle plus de tunnels de vente. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une suite de landing page, en fait. Mhm. Tout à fait. C'est une suite de pages qui ont chacune un objectif principal. Mhm. Donc, tu vas avoir, par exemple, la page qui va avoir comme objectif principal de recueillir tes coordonnées en t'en donnant quelque chose en échange de valeur. Par exemple, tu fais des massages. Tu vas pouvoir, par exemple, donner un e-book qui explique, en fait, comment tirer meilleure partie de massage. Ou alors, quels sont les bénéfices. Tu vas détailler, en fait, chaque massage. Quels sont les bénéfices de chaque massage. Ok. Tu vois, comment bien choisir son massage, Mm. par exemple. Quel que soit le masseur, comment bien choisir votre massage en fonction de vos problématiques, Mhm. Pour besoin. vos besoins ou de vos douleurs. Attente. On m'a dit que tu donnes un e-book en échange. Donc, laissez vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer cet e-book. Derrière, tu vas avoir une deuxième landing page qui va être la page après opt-in, qui aura un autre objectif. Ça va être une page de remerciement qui va dire à la personne comment elle va recevoir son e-book par mail et qui peut donner une étape suivante tout de suite. Ok. Pour vous remercier d'avoir téléchargé notre e-book, je vous propose votre premier massage avec tant de remises. Ok. Mhm. Deuxième objectif, obtenir un client. Donc, tu délivres un coupon pour obtenir rapidement un client. Et c'est pour ça qu'on appelle ça tunnel. Voilà, tunnel de vente. C'est hyper intéressant parce que de par ce début, cette compréhension du système, ben, quand je regarde, parce qu'après, donc, en tant que président de l'entreprise, on regarde ces KPI, c'est-à-dire ces indicateurs Clé. Indicateur clé. ouais, ces indicateurs clés. Du coup, c'est hyper important de savoir que si, par exemple, j'ai 100 personnes qui se connectent sur le site Internet et que je suis à 5%, par exemple, ou à 10%, c'est déjà très élevé. Normalement, c'est 1%. Alors, 5 ou 10% de conversion. De conversion. C'est-à-dire Ouais. des personnes qui deviennent clients.
Et, Ou qui effectue l'action que tu as besoin qu'il fasse. Par exemple, si c'est à landing page, c'est d'obtenir des coordonnées. S'il te dit qu'il est à 5%, ça veut dire que sur 100 personnes, il a 5 personnes qui laissent leurs coordonnées, c'est ça. par exemple. Et donc, c'est une meilleure compréhension du business, notamment du chemin du client. Et c'est vrai que les actions que j'entreprends, que ce soit sur les réseaux ou même en réunion, ben, il y a toujours un but, en fait, compte. Il n'y a pas de choses qui sont faites au hasard. Et c'est là, depuis quelques temps, j'ai vu l'importance des serious games. Qu'est-ce que tu appelles serious game? Ce sont les jeux sérieux. Les jeux sérieux, c'est par exemple, je vais apprendre par exemple en jeu sérieux comment baisser la délinquance. Alors là, il y a un sujet. Mais qu'est-ce que tu appelles actuel. jeu sérieux? Un jeu sérieux, C'est quoi un jeu? on va dire, je crée un jeu, une application ou Ok. un jeu vidéo ou un jeu de plateforme. Ça peut Oui, être. parce que Fabrice, il sait tout faire. Hein. Fabrice, il fait des applications. Non, mais je rigole, mais Fabrice, moi, c'est 104 crayons débouillat. Un débouillat plus. C'est parce que il y a débouillat plus. Donc, Fabrice, s'en débouillat plus. Et Fabrice, il fait aussi des applications pour ses besoins. Voilà. C'est surtout pour mes besoins, parce que c'est vrai qu'après, des fois, les gens peuvent me demander une application parce qu'ils ont besoin d'une application. Non, il y a des spécialistes qui font des applications, tu vois. Mais pour ceux que j'ai besoin, justement, donc, j'ai dans le parcours client ou ceux que j'ai besoin de délivrer par rapport à mon offre principale, ben, pour mieux expliquer, en fait, compte la méthodologie et le pourquoi c'est intéressant de travailler avec nous, ben, du coup, j'ai créé des serious games. Pour gamifier un petit peu aussi. Pour gamifier, parce que c'est très important en ce moment. Et dans chaque serious game, il y a effectivement des appels à l'action et de prise de rendez-vous. Parce que chez nous, on avait déjà identifié effectivement l'importance, c'est que la complexité de notre... Enfin, c'est pas complexe, mais c'est surtout les projets qui viennent. Je peux pas traiter un projet A comme un projet B. Il faut vraiment connaître la personne qui a derrière. Peut-être on peut avoir deux mêmes projets, mais si le premier projet, la personne, elle a une orientation plus innovante, le même projet, sauf que la deuxième personne a un profil plus architecte, et bien du coup, le projet ne sera pas le même. Les attentes ne vont pas être les mêmes. D'accord ? Et ça, c'est très important. C'est pour ça que récemment, on a créé un serious game sur l'ikigai. C'est-à-dire que tu vas jouer, tu fais déjà ton test pour savoir la personnalité, et ensuite, tu vas savoir quelle orientation, quel secteur tu peux créer ou te développer. Fabrice, c'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est sa raison de vie, sa raison d'être, en fait, compte. Il faut savoir que quelqu'un va se lancer dans un domaine par rapport à ce qu'il aime, ce qui est capable de générer en termes d'argent, c'est-à-dire est-ce que ce qu'il va faire, il peut en vivre. Parce que c'est un potentiel économique. Ce que ça peut avoir comme impact dans le monde, dans la société dans laquelle il vit et ce qu'il est capable de faire, ses compétences. Ouais. Et quand tu mets tout ça mis en bout, eh ben, du coup, tu as des chemins qui se croisent et ça te donne ce qu'on appelle la vocation. Et c'est l'ikigai. Donc, c'est un principe japonais. Merci. Ouais. On l'a mis en serious game, et donc il faut juste aller sur notre site internet et jouer avec, et ça vous... Alors, rappelle ton site internet, Sport in Finance, je le mettrai d'ailleurs dans la description, mais sportinfinance.com. Voilà. Donc, comme en français, sport, in, finance comme en français, donc tout collé.com. Voilà, et donc du coup, toujours dans cette notion de landing page ou de tunnel, voilà. Tunnel de vente. Okay. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette vision-là, parce qu'au moins, on a des personnes qui veulent vraiment ce qu'on fait. Et l'offre, puisque tu me dis, qu'est-ce que je fais à Sport in Finance, c'est très simple. Qu'est-ce que tu proposes plutôt? Voilà. C'est dans ce qu'on va directement sur le site, ce qu'on voit, on dit j'aide à obtenir des subventions sans être un expert, tout simplement. Ok. En fait, tu simplifies pour la personne. Voilà. Moi, par exemple, dans les aides, tu me parles d'aide, je suis perdu. Je vais chercher. Je vais chercher par moi-même. Bon, je suis débrouillard aussi. Mais je ne pourrai jamais aller à ton niveau de complexité. C'est-à-dire que les opportunités que tu pourras peut-être me faire avoir, je ne les verrai même pas. Je partirai sur des trucs basiques. Je vais chercher les aides qui existent. Ouais. Mais t'as des chemins. Mais Fabrice va te faire restructurer ton projet, repenser ton projet pour aller chercher des aides auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Et tu n'aurais même pas su qu'il faudrait structurer de cette manière-là pour pouvoir les avoir.
C'est ça. C'est-à-dire que de la manière dont toi tu vas le penser, tu les aurais pas. Et il te montre comment penser ton projet pour les avoir, C'est ça. finalement. Parce que Ok. je l'ai déjà vu faire, hein, et notamment quand je t'ai accompagné sur la formation pour les guides touristiques, j'étais là, j'assistais et je voyais comment des gens venaient avec des projets et comment ils leur disaient, ben, en fait, ton projet, si tu le prends par ce bout-là plutôt que ce bout-là, tu vas pouvoir avoir ça plutôt que ça. Tu vas avoir ça plutôt que ça. Ok. Et donc, c'est pour ça que c'est important finalement de... On se dit qu'on va se débrouiller soi-même, mais c'est important quand même de consulter une personne qui te permet de C'est clair. voir des chemins que tu ne peux pas voir. C'est comme si tu avais tu avais des lunettes, que tu voyais un ou deux chemins, et le gars, il t'enlève tes lunettes, il te met une autre paire de lunettes, et en fait, tu vois 10 chemins comme ça. C'est exactement ça, dans l'approche. Et cette approche, s'il faut rentrer dans la méthodologie, et là encore, j'ai mis en place 2 serious games. Un premier qui est lié à la vision, la mission et les valeurs de ton entreprise. Et déjà... Pour travailler un peu comme Sénèque sur le why. Le why, ouais, exactement. Alors, c'est qui Sénèque? Je sais pas, c'est toi? Ok, non. En fait, c'est un gars qui a fait un livre qui est devenu très connu en business, qui s'appelle Start with Why, commencer avec le pourquoi. Donc, il a dit de penser ton entreprise d'abord, pourquoi tu le fais. Et en fait, il te dit que quand ton pourquoi il est fort, tout le reste devient plus facile. C'est-à-dire toutes les épreuves que tu vas rencontrer, toutes les difficultés, quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, que tu as un pourquoi qui est suffisamment fort, clair et fort, en fait, le reste, ça coule de source. Ça veut dire que tes choix, ça change tes choix, ça change ta posture face aux épreuves, aux obstacles, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Parce que souvent, tu fais une entreprise, peut-être tu te dis, bon, c'est pour gagner de l'argent, mais c'est pas un pourquoi qui est suffisamment fort. Parce que face à certaines difficultés, le simple fait de te dire, je le fais pour de l'argent, tu vas abandonner. Mais si tu as des valeurs qui sont plus fortes que juste de l'argent, tu vas pouvoir, et même dans tes choix, hein, même dans tes valeurs d'entreprise, dans tes choix, bon, en fait, ça change beaucoup de choses. En tout cas, c'est Ouais, déjà une très bonne base. Et je discutais il n'y a pas longtemps avec une cliente et il disait, ouais, mais j'ai rencontré un community manager et tout. Mais la première chose qu'ils m'ont demandé, c'était quelle était ma vision, quelle était ma mission, quel était mon métier ou mes valeurs. Et elle s'y attendait pas, en fait, compte. Ouais. C'est vrai que très tôt, et lorsque tu veux impliquer des associés ou des salariés dans ton entreprise, si tu n'as pas une vision pour donner un cap, les gens ils se disent, ouais, ben bon, voilà, si c'est derrière l'argent, les gens que tu vas attirer seront peut-être derrière que le salaire et ils vont pas faire plus. Ou alors, ça va être des personnes, dès qu'ils ont de meilleures opportunités, qui vont partir. Ouais, voilà. Alors que quand tu as des personnes qui se sentent plus concernées, Ils peuvent faire évoluer ton Voilà, entreprise. ils vont se battre beaucoup plus par rapport à une mission, où ils se sentent impliqués dans la mission, ils se sentent concernés par les valeurs de la mission, que si finalement c'est que de l'argent. Parce que si c'est que de l'argent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il suffit qu'ils aient une meilleure opportunité, ou il suffit qu'il y ait une difficulté dans l'entreprise à un moment donné. Hein. C'est qu'on dit que les rats quittent le navire. Je ne traite pas les gens de rats, hein, mais c'est une image en fait, où dès que tu as un problème, le bateau coule, ben, tu as les marins qui vont se battre, qui se sentent bien connectés avec le capitaine. À la One Piece. Ouais, à la One Piece. Ça, c'est l'équipage pour aller au bout, renflouer le bateau. Ils vont se battre pour remettre le truc à flot. Et tous ceux qui vont pas se sentir connectés, ben, au moins de petits problèmes, moins de petits chahuts, eh ben, ils se cassent. Hein. C'est clair. Donc, c'est un peu ce dont tu veux parler. Ouais. Et donc, ton Serious Game permet de faire le point là-dessus. Déjà, voilà. Et du coup, si on a déjà cette bonne base, vision, valeur et tout, on peut mieux travailler. Et le deuxième, c'est le modèle économique. Le modèle économique. Le business model. Le business model, voilà. Et donc... non, mais c'est ça, là, quand tu t'y mets... Mais c'est le nerf de la guerre, hein. Ouais. Parce que quand tu trouves ton business model, c'est bon. Ça roule beaucoup plus facilement après. Et puis, ce qui est bien... On a le droit d'échouer, en fait, parce que personne ne peut dire qu'aujourd'hui, voilà, le business model de Dell à l'époque, qui était de vendre des ordinateurs, de les vendre et de les fabriquer après, pour les envoyer en commande. Tu avais à l'époque, par exemple, les autres sociétés qui vendaient des ordinateurs qui étaient déjà tout faits. Donc, tu viens... on te dit, bon, tu as quel profil? Étudiant, professionnel? Bon, professionnel, ok, tu prends cet ordinateur-là. Alors que Dell est arrivé, genre, vous avez quel profil? Ok, celui-là, bon, ben, on va vous mettre telle carte, on va vous mettre
tel processeur, on va mettre tel disque dur. C'était adapté, en fait. Quand eux, ils sont venus avec un modèle économique qui était différent. Mais au départ, lorsqu'on fait on ne sait pas si le modèle il va fonctionner ou pas. Deux personnes qui vendent la même chose, mais avec deux modèles économiques différents. Par contre, il y en a un qui, à un moment donné, est devenu numéro un. Dell. OK? Et ils se sont adaptés. Et après, quand l'Internet est arrivé, enfin plus développé, où tu pouvais configurer en ligne. Ouais. Donc, la notion de modèle économique, c'est énorme parce que surtout si tu arrives et tu fais ce qu'on appelle un game changer, c'est quand, par exemple, tu casses ou tu changes carrément le modèle économique réel, quoi. Tu vois, Que tu as déjà, tu le modifies. ben, du C'est coup, ça? le modèle économique est tellement violent, quand je dis violent dans le sens, il change la donne, que, que les gens, ben, ils délaissent ce qu'ils faisaient pour venir chez toi, en fait, compte. Et c'est important, et comment on voit que tu changes le game, c'est des fois quand, par exemple, ben, comme aujourd'hui l'IA, quand tu avais peut-être des équipes de 20 personnes pour faire une tâche, grâce à la robotisation, l'automatisation et l'IA, ben, tu te retrouves avec des équipes de 2 personnes. Donc là, on parle de game changer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit à beaucoup de personnes, essayez d'impliquer l'intelligence artificielle dans votre process, là où vous pouvez mettre, parce que quelqu'un qui a 20 salariés et une autre qui fait la même productivité, mais avec 2 salariés, vous voyez bien la différence à la fin de coût, ouais, tout à fait, et sur le bilan de l'entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, le modèle économique, on a créé justement un serious game. Quand tu vas sur le modèle économique, ça te pose des questions, ça te permet de le faire pivoter et de trouver des bonnes idées. D'accord? Et il y en a 2 comme ça, parce qu'il y a déjà la compréhension du modèle économique. On a créé un autre serious game qui s'appelle jouer l'idée. J'ai l'idée, en fait, compte. Ok. C'est en créole, ça fait un double jeu de mots, donc c'est J-W-E, l'idée en créole. Jouer l'idée, mais en fait, c'est comme si ça fait j'ai l'idée, tu vois. Et là, je me suis inspiré des cartes à jouer. Tu sais, quand tu as des cartes sur l'innovation et tu as par exemple le papa. Et le papa, tu dois regarder ton concept, par exemple ton concept que tu as aujourd'hui, et tu te mets à la place du père. Si tu étais père, qu'est-ce que tu aurais fait pour ça? Donc, tu vas penser peut-être plus à la sécurité. Peut-être que ton idée, tu n'avais pas pensé à la sécurité, les barrières et tout, tu vois, Donc, en fait, tu te mets à la place de tes clients cibles, c'est ça? d'un personnage au départ. Le jeu, c'est des personnages. Mais les personnages, par rapport à ton modèle économique, c'est des clients potentiels. Même pas. Même pas. Ce sont des personnages fictifs. Il y a même des animaux, des chiens. Genre, Ok. genre si tu étais une chenille, par exemple, on a parlé de la chenille, et tu sais qu'à un moment donné, tu dois te transformer. Ben, si tu dois transformer demain ta boîte, comment tu la transformerais? En pensant comme une chenille. Ok. Donc, du coup, un truc tout simple, tu vas te dire, ah ouais, mais si j'étais dans l'espace, comment j'aurais fait mon projet, par exemple, tu vois? C'est pas, là, j'extrapole, hein, mais par exemple, si je parle de sécurité, par exemple, la violence en Guadeloupe, si on est en terre, tu vois, je prends la carte chenille, ok? Au départ, je me dis, ok, je vais mettre des radars. Donc là, le préfet et tout, ils sont, non, on va mettre des radars. Mobile, c'est quoi? Quel radar? Ce sont des radars, comme ça suit des bateaux dans l'eau, quoi. C'est des radars fixes qui sont en Martinique et dès qu'il y a une approche d'un engin, ils alertent qui doivent alerter. Mais il n'y en a pas partout, il n'y en a pas en Guadeloupe, par exemple. Du coup, ils font des petites tournées, des choses comme ça, mais pas, voilà. Mais là, c'est sur Terre, d'accord? Mais là, vous voyez, si on était, depuis le début, mais comment lutter contre? Il y aurait eu les radars au sol et il y aurait eu tout de suite, en l'air, ben, par exemple, des drones. Vous voyez? Donc, des cartes comme ça, ben, on a créé un jeu où il y a une 50aine de cartes qui permet de trouver un nouveau modèle. C'est un jeu en ligne? Oui, tout est en ligne, ouais, tout Ok. à fait. Bon, ben, la prochaine fois, de faire un projet et ne pas penser à tout, ben, allez sur sportfinance.com et faites les serious games, les gens. Et On a déjà trouvé une solution pour les sargasses, là. Là, vous déconnez, là. c'est ça, c'est Et ça. la région, là, département, sportinfinance.com. Tu joues et tu réfléchis à ton projet. Et Exact. après, tu appelles Fabrice, d'accord? Bien, ils peuvent faire leur projet, hein. Je veux dire, techniquement, le but, c'est vraiment de développer. On a bien compris les valeurs sportives qu'on a, c'est vraiment du partage, de la transmission. Après, si les gens veulent aller plus loin, bien entendu, ils peuvent toujours nous contacter, prendre rendez-vous avec un expert. Mais avec ceux qu'ils ont déjà gratuitement, ils peuvent se développer. C'est important. Ouais, mais quand même, moi je dis, et je dis pas ça pour te vendre, hein, entre guillemets, hein. Je pense vraiment que quelqu'un qui cherche à mettre en place un projet et qui a besoin de financement,
je pense pas qu'il doit forcément essayer de se débrouiller par lui-même parce qu'il va passer à côté de mon point de vue. Après, un projet Tu as raison. un projet, excuse-moi, un projet qui nécessite pas forcément de fonds pour démarrer Mhm. ou quoique, tu peux toujours passer à côté de quelque chose, mais on va dire que tu commences à tester ton projet, tu commences en auto-entrepreneur, tu testes ton projet. Mais je pense qu'à partir du moment où tu vas sur quelque chose de plus sérieux, enfin plus sérieux, c'est pas plus sérieux, mais qui demande plus de fonds, Oui, ben, plus de financement, c'est clair qu'il faut je pense structurer, il faut avoir des vraiment, spécialistes, ça, c'est il clair. faut se faire accompagner. C'est clair. Je le vois, il y a déjà dans les statuts, en fait, compte. Juste par exemple, il y a 3 clauses qu'on ne voit pas apparaître sur les statuts qu'on trouve en ligne, etc. Et il y a des clauses, par exemple, une clause où on parle de la nouvelle technologie, par exemple. Des fois, tu veux faire un PV, un procès-verbal par rapport à ton activité avec tes associés. Mais maintenant, on voyage pratiquement tout le temps. Enfin, on voyage tout le temps. On peut être amené à voyager plus souvent qu'avant pour signer un contrat, aller sur un salon, etc. Et tu peux avoir besoin de faire un procès-verbal. Si dans les statuts, on n'a pas mis les nouvelles technologies et les signatures électroniques, on peut invalider en fait contre le procès-verbal en disant que ouais, on n'était pas au siège social, on n'a pas fait telle ou telle démarche, ou vous n'avez pas reçu la lettre recommandée, etc. pour être présent. Alors qu'aujourd'hui, un SMS, un mail, ça peut faire l'objet. Mais si dans les statuts, c'est pas mis, ça peut poser problème. Vous voyez? Ah, je savais pas que tu devais préciser ce genre de choses. Après, ça dépend. Si par exemple dans tes statuts, tu as prévu de pouvoir effectuer certaines modifications par simple assemblée. Oui, mais ça renvoie à l'assemblée, comment elle se déroule. Si tu n'as pas mis qu'une assemblée peut se dérouler de façon à distance ou avec des outils, etc., ça peut poser problème. Bien que tu peux toujours, au moment du PV, rajouter en disant que dans ce cadre-là, nous allons utiliser, par exemple, le vote. Par exemple, en introduction, tu peux effectivement mettre que oui, dans ce cadre-là, ce PV sera à distance. Donc, dans l'envoi du courrier qui a été fait en amont, on a précisé qu'il y a des personnes qui ne seront pas là, etc., que ça sera à distance. Mais ça, c'est plus dans l'optique où vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Oui, ben, bien entendu. Oui, ok. Nous sommes d'accord. Ok. Après, quand tu es seul, hein, tu peux dire que tu es où tu veux, ou que tu as signé où tu veux. Hein. Enfin, Mais tu peux le faire où tu veux quand tu es seul. oui, Enfin, comme tu dis encore, c'est les statuts, ouais, ok. c'est ça. Ouais, les statuts. Donc voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut faire appel aux bonnes personnes, aux bons postes. Et ce qui est puissant par rapport à quand on a ces valeurs liées au sport, on sait bien qu'on ne met pas un goal attaquant, quoi. Voilà. Pour nous, c'est du bon sens, mais dans les affaires, ben, c'est du bon sens aussi. Il y a des personnes qui veulent tout faire. Et si tu mets ton goal attaquant et tu penses aller... alors que tu ailles dans une maternelle et que le gars, il est déjà... il a un niveau... ben oui, c'est sûr qu'il va... même s'il était goal, il va se débrouiller. Ouais. Non, mais j'ai vu qu'il y avait un débat. Mais en fait, il n'y a pas de débat. Parce que tu tombes sur les pieds de quelqu'un parce que l'autre, il a pas fait exprès. C'est pas intentionnel. Il n'est pas venu te blesser. Donc, en soi, il n'y a pas de débat. Après, ce qui a fait débat, c'est le comportement des supporters Oui, tout à fait. de Goyave qui se sont moqués du gars qui s'est blessé, lorsqu'il s'est blessé. Mais comme j'ai expliqué sur les réseaux, je suis venu commenter un petit peu et j'ai dit de toute façon, je suis venu au match, la finale. Dans les tirs, ça va trop loin. On est là pour supporter, mes frères. Même si à un moment donné, c'est les games, on se... T'as pas le regard de dire arrête ton cinéma, là, machin. Et c'est ce qui s'est passé. Okay. Parce que quand il s'est blessé, les supporters, en fait, ont commencé à dire ouais, machin, qui faisait des magies. Et c'est ce qui a fait polémique, en fait. Okay. Après, tu connais déjà, les gens font des polémiques pour rien. Mais c'est important, ce point de vue, parce que si tu veux, c'est aussi des fois ce qu'on appelle en Guadeloupe le dialogue social. Des fois, quand il n'y a pas de communication, là, c'est un match, je peux comprendre, et c'est pas comme s'il y avait une troisième mi-temps. C'est pour ça que des fois, le sport, le rugby, c'est légèrement différent par rapport aux autres sports, parce que à la fin, c'est ancré, en fait, quand il faut faire la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps, c'est on fait la fête tout de suite. Et donc, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, mais après, il y a la troisième mi-temps. Des fois, il y a des joueurs qui sont plus forts dans la troisième mi-temps que dans la... Oui, ça arrive, oui.
Et déjà, cette différenciation, on la voit parce que, comme j'ai expliqué, Sport and Finance, au départ, c'est la reconversion des sportifs professionnels. Et quand je faisais la différence entre les footballeurs et les rugbymen, ils étaient beaucoup plus sensibilisés par rapport à la reconversion. Ok. Les C'était par rugbymen rapport- sont plus sensibilisés, tu disais? Ils étaient plus Ah, ok. sensibilisés à la D'accord. reconversion Ok. parce qu'ils étaient plus proches de la blessure, Ah parce oui, qu'ils prenaient, Genre, des- ils prennent plus de risques. Mhm. ils prenaient plus de On va se dire que plus il y a du risque, à la limite, plus on est sensibilisé à la gestion du risque. la gestion du risque. Ouais. Et moi, je vois en gestion de patrimoine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une offre qui est globale, ou une compréhension déjà, mais en gestion de patrimoine, là aussi, les militaires et les pompiers étaient beaucoup plus sensibilisés par rapport aux autres personnes, par rapport aux assurances vie, à l'immobilier, à l'investissement, etc. Parce que eux, ils étaient proches, entre guillemets, de la mort plus souvent que quelqu'un Faut que j'y de pense lambda. alors. Mais tu es déjà sensibilisé. Hein. Ouais, il faut Enfin, sensibiliser, mais bon, l'assurance vie et tout ça. ah ben, après, ça dépend. Tu n'es pas obligé de faire mais préparer sa retraite, mettre en place des choses pour les enfants, etc. Et cette communauté, entre guillemets, c'est pas une communauté, mais On s'est compris. Oui. voilà, Mhm. et ils sont plus sensibles. Ok. Et d'ailleurs, j'en ai beaucoup qui ont fait des gîtes ou qui ont investi dans l'immobilier. J'ai eu beaucoup de clients dans Ce domaine-là. Ouais, les gendarmes, on voit souvent, hein, ils ont de l'immobilier. Hein. En Guadeloupe, j'ai l'impression. Enfin bon. Ah oui, ils sont sensibles à ça parce Ouais. que, voilà. Et ne serait-ce que, enfin, pour entrer dans les détails techniques, Ok. mais, enfin oui, pourquoi pas. Ben, vous savez, quand vous achetez un bien immobilier, vous avez ce qu'on appelle une ADI, une assurance décès invalidité. Si jamais il y a quoi que ce soit qui vous arrive, ben, le prêt est pris en charge, enfin, la banque prend en charge le bien, en fait, compte. Donc, tout de suite, vous avez un bien, mettons, genre, ce qui serait le mieux qui vous arrive, c'est genre, vous achetez aujourd'hui et demain, vous n'êtes plus là. C'est-à-dire que dès que vous signez l'offre de prêt, OK, ça veut dire que l'assurance, elle est effective. Ok. Donc on peut disparaître et nos enfants vont. Vos enfants on va ont vivre le dans prêt, un la pays. maison, elle est payée. Alors ça dépend si vous mettez 100%. Parce qu'en général, les gens mettent 50% madame, 50% monsieur. Ça dépend. Si vous êtes 100% sur les deux têtes, ça c'est technique, mais 100% sur les deux têtes, ça veut dire que ce soit l'un ou l'autre, la banque va payer le bien immobilier. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vos enfants, ils ont déjà un bien immobilier et les loyers permettent de payer l'école. Enfin, une partie, parce que ça dépend de quelle école ils font. Mais c'est déjà pas mal. Mm. Et c'est pour ça qu'ils sont sensibles à ça. Et dès qu'il y a un bien qui est terminé, ils recommencent une opération. C'est comme si vous avez une sorte d'assurance décès grâce à de l'immobilier par rapport à la DI. Alors, tu as dit c'est le mieux qui puisse nous arriver? Pour vos enfants, peut-être, je sais pas. Non, c'est pas le... Bon, vaut mieux Je avoir- taquine, je taquine. Bon. En tout cas, s'organiser, c'est bien. Ouais, Je vous demande pas de mourir et tout, ou bien non, de faire... bien sûr, tout. bien sûr. Mais on s'est compris. Mais oui, bien sûr. Allez, je te Ça taquine. marche. Il faut pas se culpabiliser parce que si on n'a pas encore fait les choses, c'est pas grave techniquement. Il y a moyen. Dès qu'on a l'information, on s'organise. Tu n'as pas encore fait les choses, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as dit ouais, mais je suis dans le domaine et j'ai pas encore. Ok. Il faut pas se comparer par rapport à d'autres personnes parce Mais qu'on connaît t'inquiète pas, je Voilà. suis au courant de tout ça. Ça Donc marche. c'est juste c'est pas une volonté que j'ai de. Oui, il y a d'autres Je vais façons pas de le vivre faire. comme ça, quoi. Voilà. Il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes. Il Il y a n'est pas pas que encore prêt. Il l'immobilier. n'est pas encore prêt. Il Il n'est y a- pas encore décidé. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas que l'immobilier qui permet de sécuriser. Hein. Mm. Voilà, c'est ça. Mais comme c'est venu, ouais, par rapport à- Ah ben tiens, puisque tu parles de ça, à part l'immobilier, comment on pourrait sécuriser? Aujourd'hui, Juste pour... Voilà, j'ai 10 000 euros et je veux les placer. Non, on n'est pas, on n'est pas en consulting, mais juste pour que tu nous donnes une insight, hein, tu vois, une inspiration. ben déjà, la formation. La première chose, c'est il faut se former. Ça, c'est hyper important. Et dès lors que tu as un niveau de formation, c'est de pouvoir le distribuer, le mettre en place ou éventuellement la revendre, entre guillemets, que ce soit des cours, de la formation, des interventions, des séminaires, en faire un livre, en faire un e-book, voilà. Ça Donc tu dis permet que, d'aider ok, donc à se former. investir sur soi. Investir sur soi. Pour moi, c'est le truc le truc qui m'a le plus aidé aujourd'hui, c'est l'investissement sur moi. Aujourd'hui, je fais de la création d'entreprise. J'ai fait un 2SS en création d'entreprise. Du coup, quand j'ai choisi de faire mon 2SS,
C'était pas au hasard. Je me suis dit, au pire, si jamais j'arrive pas à trouver une boîte et tout, je pourrais Le terme que tu viens d'employer, DESS, c'est diplôme, je me rappelle D'état même plus de coup. supérieur. Ouais, c'est un truc comme ça. Ça doit être ça. Vous allez me dire. Ok. Mais on va chercher. Mais même à l'époque où je l'ai fait, c'était plus DESS, c'était Master 2. Ok. Mais c'était innovation et création d'entreprise. Ok. Et donc, du coup, je me suis dit, à défaut de ne pas le faire pour d'autres personnes, je pourrais le faire pour moi. Et c'est ce que je fais. Donc, l'innovation et la création d'entreprise. Européen. Donc, je peux travailler en France, comme je peux travailler en Italie, en Allemagne, Le pays de dans l'Union tous les européenne. pays de l'Union européenne. Qui est pas mal, parce qu'à l'époque, le DESS, c'était uniquement En France. la France. Avec la réforme, c'est devenu européen. Ok. Le master, normalement, quand tu as un master 2 ou en France, normalement, tu peux travailler dans d'autres endroits d'Europe, dans tous les pays d'Europe. Alors, tu as dit investir sur soi. Ensuite, Alors, l'investissement sur soi, puis effectivement, si on parle d'argent, parce que c'est une question d'argent éventuellement, c'est l'éducation financière. Mais ça revient un peu à la investir sur formation. soi. D'accord? Mais dès lors qu'on a une bonne maîtrise de l'éducation financière, on ne va pas chercher un business ou un autre, on va chercher le taux de rendement interne. Dès lors que vous avez compris que vous avez un modèle économique, vous avez des valeurs que vous devez mettre en place, que vous aimez, vos valeurs, une vision, une mission. Ensuite, vous allez travailler votre modèle économique. Et votre modèle économique, ensuite, vous l'avez chiffré. Et que ce chiffrage vous montre que vous avez un taux de rendement interne. Donc, c'est la rentabilité annuelle d'un business. Vous voyez que vous êtes à plus de 20%. Allez-y. Donc, il y a tout un cheminement. C'est pas forcément faire du dropshipping ou faire de la défiscalisation. Il suffit effectivement d'avoir un modèle économique qui vous permet d'avoir une rentabilité supérieure à 20%. Et il est bon. Ça peut être de la tomate, ça peut être peu importe. Tomate, chéché, vous avez calculé vos coûts, vous avez déjà un terrain, vous avez fait votre tomate séchée, vous avez mis du sucre peut-être dedans et ça a créé quelque chose qui peut plaire. Et vous avez un taux de rendement interne de plus de 20%. Foncez. Ouais. C'est pas les autres qui doivent vous dire, on a la chance d'avoir. Après, le modèle économique, ça ne s'arrête pas vraiment à ça. Je t'interromps parce que pendant que tu parles, il y a un truc aussi qui va beaucoup arriver, pour les gens qui vont s'y intéresser, c'est la reprise. Parce qu'aujourd'hui, Oui, là, on tu a... parles de gros secteurs, mais là... Non, même pas forcément. C'est-à-dire que ce soit des grosses structures ou des plus petites, TPE, etc., aujourd'hui, tu as beaucoup en fait, de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite. Quand tu vas sur Papers et que tu cherches, par exemple... Des gens de plus de 70 ans. 70 ans et plus. 80. Ouais, 70 ans. Au moins, tu mets déjà 70 ans. Et que tu mets un certain chiffre d'affaires pour chercher, par exemple. Tu vas trouver énormément d'entreprises qui sont déjà rentables, qui fonctionnent déjà presque en automatique et qui veulent juste un repreneur. Mais ils n'ont pas de repreneur. Et eux, aujourd'hui, leur difficulté, c'est de trouver quelqu'un pour reprendre leur entreprise. Et tu as très peu de repreneurs. Donc, les gens qui seront... Parce que si ça tourne, tout le monde aurait dû sauter dessus. Ok, je te donne un exemple. Dans la plupart des cas, la première raison, c'est qu'ils ne savent pas vendre leur entreprise. C'est la première raison. Ça veut dire qu'en fait, j'ai regardé une vidéo d'Oussama qui parlait un peu de ça récemment et qui te dit, tu sais, il fait des tu connais Better Call Saul, la série? Non. Comment s'appelle cette série-là? C'est une série emblématique. Bon, c'est pas grave. Il fait un peu ça. Enfin, c'est des appels qu'il fait, les gens payent pour une demi-heure avec lui ou 300 et quelques euros, je crois, une demi-heure. Et c'est un peu du consulting express. Et il dit qu'il a des gens qui l'appellent beaucoup pour ça. La reprise, il a un monsieur qui l'appelle, qui a un certain âge, qui ne trouve pas de repreneur, qui fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Dans ce chiffre d'affaires-là, il y a 800 000 euros de bénéfices, presque en automatique, dans l'agroalimentaire, mais il n'arrive pas à trouver de repreneur, il n'arrive pas à vendre l'entreprise. Et Oussama n'est pas expert dans le domaine, mais Oussama lui dit, envoie tes documents, envoie tout ce que tu as, et on va regarder. Et Oussama explique que quand tu reçois les documents, c'est une espèce de fouillis où tu envoies ça pour quelqu'un, mais frère, Je comprends rien, moi. tu comprends rien. Tu n'as même pas envie de comprendre tellement il s'y mélange, c'est fait n'importe comment. Et il se rend compte aussi que quand il demande à l'intelligence artificielle d'étudier les documents, qu'il y a beaucoup d'abus de biens sociaux. Qu'en fait, il y a 800 000 euros de bénéfices, mais en fait, réellement,
il y en a 800 000, mais qu'à la fin, il y en a 400 000 et il y a 400 000 euros d'abus de biens sociaux. Le gars, il vit sur l'entreprise. Bon, passons. Mais il y a des montages qui sont faits, mais bon, qui passent presque légalement. Hein. Mais le plus gros problème, c'est le dossier de presse. Tu fais un dossier de presse, en fait, pour vendre. Et bien, ils refont le dossier de presse, ils le simplifient. Et il fait marcher son réseau aussi. Oui. Et ça part dans une seconde, quoi. Ouais, C'est parti. C'est parti comme ça. Hein. Mais si, c'est quand même. Et il y a un gars qui a repris ça et Oussama, il a bugué, il a dit, mais attends. Donc, en gros, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de donner à mon contact une entreprise qui va lui rapporter 800 000 euros de bénéfices sans qu'il fasse Mais si, c'est clair. quoi que ce soit, en fait. Mhm. Et il commence à s'y intéresser. Ouais. C'est là où il s'est dit, oh, il y a un truc là. Tu vois, et c'est lui qui parlait de ça. Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait la petite recherche Papers, Mhm. et je me suis rendu compte, là, Mhm. il y a une grosse opportunité pour les gens qui veulent, hein, qui pourront le faire aussi, de reprendre des entreprises. Mhm. Ça fonctionne déjà. Et on parle d'entreprises qui fonctionnent depuis 40 ans, des fois. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, ça va continuer à fonctionner. Mais ça revient. Alors, moi, quand j'ai dit effectivement le modèle économique, ça peut être de l'existant. Vous analysez un Bien sûr. business plan ou un bilan d'une structure et que vous voyez qu'il y a un taux de rendement interne, effectivement, qui est supérieur à 20%. C'est intéressant. Le taux de rendement interne à plus de 25%, c'est plus les startups ou les sociétés qui se lancent dans l'énergie. C'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que pas mal de sociétés à Ouais, mais reprendre qui font des bénéfices, Mhm. comme tu dis, qu'on regarde après le chiffre au fond, si tu veux, quand tu regardes les impôts, tout et tout, on est peut-être sur des bonnes structures à 10% en termes de taux de rendement interne, si tant est. Parce que c'est l'ancien modèle économique. Les nouveaux modèles économiques sont des SaaS. Genre, l'application te coûte 50 000 euros et tu la revalorises en 3 à 5 ans à 2-3 millions d'euros. Sauf que Là, c'est différent. la plupart des startups ne sont jamais rentables. Oui, mais... La plupart, non, parce que tu as parlé de taux de 20-25% de startups, mais en réalité, la plupart des startups ne sont jamais rentables. C'est des exits, c'est des valorisations. Oui, tout à fait. Mais si on parle de rentabilité pure, la plupart des startups ne sont jamais rentables. Et les meilleures startups que tu vois, les meilleurs SaaS, donc les logiciels en ligne qui offrent un service, Canva, un exemple hein, connu, trouvent leur rentabilité genre minimum 5 ans après. Et rares sont les startups ou les SaaS. Et c'est pour ça qu'ils fonctionnent avec des levées de fonds. C'est pour ça qu'ils vivent sur des levées de fonds. Mais ça commence à changer. Aujourd'hui, on commence à avoir des startups et des SaaS rentables rapidement. Pourquoi? Par rapport à l'IA. À l'IA, ouais, tout à fait. Qui fait qu'en fait, avant, les levées de fonds servaient principalement à embaucher des gens, des A-players, tu vois, C'est ça. donc qui coûtaient cher. C'est des gens que tu embauches, mais qui ont une grosse compétence. Et ils coûtent cher, ces gens-là. Et donc, en fait, les levées de fonds que tu faisais, ta masse monétaire servait surtout à ça. Aujourd'hui, avec l'IA, tu as des startups qui démarrent à deux personnes et ils mettent de l'IA qui fait tout le reste. Et dans la Silicon Valley, ça commence à se faire. Et aujourd'hui, tu as des startups qui commencent à être rentables rapidement, mais c'est nouveau. Hein. Avant, les startups n'étaient pas rentables. C'était rare. C'était des ovnis, hein, les trucs rentables. Et les gens gagnent de l'argent que sur des exits. Valorisation, vente. Et c'était ça le business model. Où j'ai fait un truc qui marche fort, où j'ai beaucoup d'inscrits, mais je ne suis pas rentable. C'est parce que j'ai fait de levée de fonds. L'exit, en général, se faisait aussi, par exemple, quand Legaltech, qui a été créé, ils ont fait une association. Legalplace? C'est Legaltech? Non, c'est une enfin, Ok. société dans le domaine, voilà, Ok. c'était juridique et tout. C'était plus des assurances. Ok. Donc, c'était une start-up qui avait créé une plateforme en assurance et ils ont fait un partenariat avec le groupe Allianz. Donc, du coup, Allianz, ils ont déjà plein de clients qui fait que si tu montres que ton modèle, il fonctionne, mais vous êtes peut-être 2000, d'accord? Tu n'es pas rentable, mais ça fonctionne. Mais ils savent qu'avec eux, leur groupe, avec leurs 10 millions d'abonnés, que tout de suite, ça va rentable. Donc là, il y a eu une exit où ils ont acheté des parts dans l'entreprise, voilà. Et les personnes qui étaient dans cette entreprise ont pris des petites parts dans le groupe Allianz. Enfin, ils continuent à gérer le développement de cette entreprise, de cette structure, tout en ayant des parts
peut-être 1 ou 2% dans le groupe Allianz, mais bon, Allianz, c'est valorisé à milliards, d'accord? Donc, Ouais. ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, c'est pas forcément rentable parce que tu n'as pas encore atteint le nombre d'utilisateurs qui te permet d'être rentable, mais avec les levées de fonds, tout de suite, ça permet d'avoir tout de suite le nombre d'utilisateurs qui fait que c'est rentable. Moi, mais tu restes toujours pas rentable. Si on prend les chiffres, hein, t'es pas rentable. Tu parles de celui qui rachète. Mais des fois, celui qui rachète, c'est même pas pour la rentabilité, hein. Des fois, celui qui rachète, c'est juste pour avoir La technologie. la technologie. Ouais, ouais. Des fois, Google rachète un truc, c'est juste pour pas avoir un concurrent Mhm, sur le domaine. mhm. Tu as une idée. Tu fais un truc, mais ça va trop concurrencer Google dans ce domaine-là. Il va te racheter. Il peut te racheter très cher. Non. Ou tu as une technologie que tu as développée, ça va lui coûter plus d'argent de la développer lui-même, d'arriver à atteindre ton niveau technologique. Mhm, mhm. Il va te racheter. Non, mais il faut que ça soit. Enfin, ils ont des grilles pour savoir s'ils rachètent ou pas une boîte, quoi, Ouais. je veux dire, techniquement. Ok. Donc, tu as beaucoup de personnes qui créent des choses avec dans l'esprit Mhm. comment je vais me faire racheter. Ça, c'était à la base, c'était la mentalité des startups de base. C'est vraiment les exits. Mhm. Mais là, ça a changé. Avec l'IA, je te dis, un gars tout seul, Ouais, quand il tu peux commence, revendre, quoi. voilà. Non, mais là, il ne crée plus pour revendre. Il y a toujours l'exit en tête, hein, Mhm. d'un entrepreneur à un certain niveau. Mais de base, le gars qui, aujourd'hui, comme ils savent qu'ils n'ont plus besoin de faire les mêmes levées de fonds pour avoir des A-players, en fait, ils utilisent l'IA. Donc, ils arrivent aujourd'hui à être rentables parce qu'ils n'ont plus besoin de payer beaucoup de personnes. Mhm. Il y a des SaaS qui se font aujourd'hui. Et puis, le coût du développement. Ouais, c'est Avant, tu avais payé des développeurs. Aujourd'hui, les gars, ils ont des IA, ils font les IA codés. Mhm. Ouais, tout à fait. Et ça change le game, hein. Mhm. Le game, il a changé, hein. Le monde, il a changé, hein. Hier, je regardais une conférence, un webinaire. Et c'est un gars, c'est un Martiniquais, c'est un jeune gars, hein. Il te montre comment on fait. Il fait 20 000 € par mois en faisant des chaînes YouTube. Faceless, Mhm. sans visage. Il utilise l'IA pour faire des histoires. Donc, tu as déjà vu les histoires que tu vois des fois Vas-y. en IA. Mhm. Genre, ça va te raconter la Bible. Mhm. Ou ça va te raconter des citations, des Vas-y. histoires. C'est clair. Mais il fait des chaînes comme ça, des chaînes de niche, Mhm. et il les développe et tu as la monétisation YouTube. Mhm. C'est-à-dire, par 1000 vues, Mhm. tu as un truc, ça va être entre 3 € et 10 € Mhm. par 1000 vues. Donc, on va dire que tu touches 5 € pour 1000 vues. Mhm. On va dire que tu as fait 2 millions de vues. Ben, tu fais 2000 fois 3, tu as fait 6 000 € Mhm. avec une vidéo. Ok. Si tu as une vidéo qui a fait 2 millions de vues, tu as fait 6 000 €. Mhm. Donc, quand tu as plusieurs vidéos Ouais. et quand tu as plusieurs chaînes, Mm. tu multiplies. Et aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, c'est ça qui fonctionne. Et ça arrive maintenant parce que tu as des gars comme ça qui les promotionnent. Oui, qui le font, ouais. Mais tu vois, c'est des business qui, des fois tu as des business qui existent, mais on sait pas en fait, hein. Mhm. On connaît pas, hein. Et l'IA emmène plein de nouveaux business qu'on ne connaît pas, Mhm. mais que des gens font déjà. Mais moi, il y a un truc qui est important, c'est que quand c'est au départ, on n'y croit pas forcément. On se dit comment on peut gagner autant d'argent rapidement, etc. Et des fois, on n'a pas toute la méthodologie, donc on la teste. Mais on se dit, ouais, mais du coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit, mais ça ne fonctionne pas tout de suite, ou des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une méthodologie, en fait, compte. Ouais. Et la méthodologie, si tu l'appliques depuis le début, quel que soit le temps, la période où tu arrives, si on utilise cette méthode, ben, du coup, c'est obligé de fonctionner. Moi, j'ai fait un... Moi, je mettrais un bémol quand même. Alors, obligé de fonctionner. En fait, non, pourquoi je mettrais un bémol? En fait, je suis d'accord avec toi. Des fois, on abandonne trop vite avant que ça fonctionne. Des fois, on s'éparpille trop aussi avant que ça fonctionne. Parce qu'on fait un truc, on voit que ça marche pas tout de suite. On part faire un autre... Ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. On part chaque fois sur un nouveau truc. On reste pas assez longtemps concentré sur le même truc. Mais là, je mettrais un bémol, c'est que des fois, il y a certaines opportunités, ça va être le timing. Ça va être quand tu es là au bon moment. Et des fois, un truc, il est bon, hein, c'est juste que tu arrives trop tard. Mais Ou tu es là trop tôt. Ou tu es là trop tôt. Ça existe aussi le trop tôt, hein. Mais le problème enfin, ce que vous dites là, c'est vrai, mais c'est une compétence en fait qui s'apprend. Oui, je suis d'accord, hein. Et Le timing. tu Ah, te mais je suis dis- d'accord, hein. ouais, et tu Non, te je suis d'accord, dis- hein. Tu te dis, mais voilà, bon. Donc déjà, effectivement, c'est une compétence qui s'apprend. On revient encore sur cette base de formation. Et Ah là, c'est pas de la formation. enfin, Pour moi, là, c'est de l'expérience, hein, cette ouais, compétence. en plus. C'est-à-dire que tu peux apprendre à voir les signes du marché, Oh, ouais, tout à fait. mais je pense qu'au bout d'un moment, c'est une expérience que tu développes. Il y a peut-être des gens qui ont une intuition
plus Bah, développés que d'autres. Il y en a d'autres. Enfin, déjà, quand tu parlais des États-Unis tout à l'heure, il y a des gens, il y a des gens qui disent, par exemple, Booba, c'est Booba? Ouais, vas-y. Il disait, il y a une des stratégies, c'est tu vois quelque chose qui fonctionne, tu le refais, mais en mieux, qui fonctionne déjà. Donc, si ça fonctionne déjà, c'est qu'il y a déjà un marché. Il y a des gens qui vont créer le marché, des visionnaires et tout. Ils savent pas Ça, encore. Ils ont peut-être ça, c'est le l'idée. plus dur. Hein. C'est Ça, c'est le plus dur. les experts te diront, n'essaie pas de créer le marché. La plupart, parce que c'est extrêmement, très peu de personnes arrivent à créer un marché. C'est très dur. Il faut voir quels sont les besoins du marché et aller dedans. Mm. Et à la limite, voir des besoins peut-être, des niches qui n'ont pas été exploitées. C'est-à-dire que dans une niche, tu peux aller dans une niche qui n'a pas été exploitée. Mais ce qui te dit là, les visionnaires, les gens qui créent un marché, c'est extrêmement difficile. Moi, je conseillerais à personne d'aller créer un marché. Mais c'est possible, hein. Oui. Comme tu dis, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile. Ça, comme je dis, c'est une question aussi de méthode, de compétences, de vérifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA aussi permet de faire des choses belles. Moi, par exemple, des fois, quand je suis sur du prototypage, donc on se dit, voilà, on va sur une niche, c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire, bon, voilà, dans tous les pays francophones, sachant que on a besoin, c'est un produit qui est destiné aux personnes qui n'ont pas de cheveux, par exemple. Donc, donne-moi la répartition de tous ceux qui n'ont pas de cheveux, enfin, voilà, les chauves, en Europe. Ben, l'IA peut te donner cette information-là très rapidement, en fait, quoi. Mm. Et donc, ensuite, tu dis, voilà, si jamais j'ai un produit Alors, par contre, avec l'IA, il faut faire attention à un truc. C'est, elle peut te donner l'information rapidement, mais elle peut aussi se tromper. C'est pour ça que c'est important de donner le maximum de sources aussi à l'IA possible. Oui. Parce que pourquoi je te dis ça, hein? Non. Non, pourquoi je te dis ça, hein? Je te dis ça parce que moi, j'ai fait l'expérience et j'avais déjà lu beaucoup d'articles là-dessus. Hein. Là où j'ai vu que l'IA a fait le plus d'erreurs, c'est sur elle-même. Imaginez-vous que je demande à l'IA, je demande à ChatGPT, quelle est ta meilleure version? Ou explique-moi chaque version, détaille-les-moi en fait. Quels sont les avantages et inconvénients de chacune de tes versions? Tu sais, dans ChatGPT, il y a plusieurs versions. Il y a le O3, il y a le 4O, il y a le 4.5, il y a etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle les hallucinations IA. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. C'est quand elle te donne des fausses informations, mais qu'elle te les donne tellement bien que tu vas croire que c'est vrai en fait. Tu ne remets pas en question ce qu'elle te dit. D'accord. Je me suis déjà renseigné à l'avance. Hein. Je pose la question, elle me répond. Complètement à côté. D'elle-même, hein? Complètement à côté. Et quand je lui donne de nouvelles sources, ah oui, effectivement, je me suis trompé. C'est ça, 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 ça. Elle se trompe encore. Ça veut dire qu'elle me répond par rapport à la nouvelle source que j'ai donnée, mais j'ai d'autres sources plus récentes. Donc moi, je lui redonne les sources plus récentes. Et ce n'est que quand je lui donne toutes les sources qu'elle peut me répondre correctement. Ça veut dire, c'est quand je l'ai envoyé vraiment vers les sources même de OpenAI, qui est le créateur de ChatGPT. Quand tu vas sur leur site, tu sais, ils ont des mises à jour. Pas toute seule. Ah, les mises à jour ne sont pas faites. Mais normalement, elle est censée. Ok. Puisque elle-même, Ouais. si elle est OpenAI, elle est ChatGPT, elle est censée savoir elle-même comment elle fonctionne. Ouais, s'ils n'ont pas mis à C'est jour. la sécurité avec la mise à jour qui fait que c'est pas forcément. Ok. Non, mais elle se trompe. Elle se trompe. Et c'est que quand je la renvoie vers le site d'OpenAI, vers la source, et c'est là qu'elle me donne un truc carré. Ok. Et c'est là qu'elle me le scout bien, qu'elle me le met en tableau, des trucs. Oui, Donc, il faut attention aux hallucinations oui, il faut faire attention. de l'intelligence artificielle. Je dis ça pourquoi? Parce que faut pas prendre pour argent comptant toutes les réponses qu'elle te donne. C'est un début, en fait. C'est ça. C'est un début. Il faut pas hésiter à aller chercher des sources et l'envoyer vers des sources. Et tu sais, mettre de la documentation dans ChatGPT. Je vais prendre de la doc, je lui donne des fichiers et elle va travailler à partir de ces fichiers-là. On n'est pas encore sur une intelligence artificielle, n'importe laquelle, hein, qui va pas faire d'erreur. Le seul problème, c'est qu'elle va te répondre tellement bien que tu vas même pas voir l'erreur. Et c'est pour ça que je te dis que plus tu es finalement expert dans ton domaine, plus tu peux voir les erreurs. C'est pour ça que les experts vont pouvoir mieux utiliser l'IA que les non-experts. Parce que quand tu es expert, tu vas voir l'erreur. Et tu vas pouvoir ajuster. Mais quand tu n'es pas expert qui va te répondre, tu vas prendre ça pour argent comptant. C'est ça qu'il faut faire attention. Hein. Les gens qui se disent, bon, ça remplace un consultant, bon, ça remplace. Non, ça remplace pas. C'est vrai qu'on Ça aide beaucoup. Hein. Ça aide. Sur la rédaction, Voilà. par contre, elle ne peut pas s'en payer, c'est de la rédaction.
mais tu vas chercher à faire de la rédaction, elle va pouvoir améliorer ta rédaction Mhm. sans avoir besoin d'aller chercher plus loin parce que c'est de la rédaction. Tu vas lui mettre des sources. Tu vas l'emmener sur le site où il y a tous les trucs de justice. Oui, tout à fait. Tu veux qu'elle remplace un avocat, par exemple, un conseil en avocat. Elle va le faire. Pourquoi? Si tu donnes la source. Mhm. Les sources, si tu l'envoies sur vraiment, là, il y a tous les trucs de justice. Tu lui mets un PDF où il y a tout le tome des droits. Mhm. Tu mets tout le code pénal. Tu lui mets tout ça en fichier. Oui, là, elle va te le faire bien. Mais tu donnes pas ça en source, elle peut se tromper. D'accord. En tout cas, ça donne une idée déjà. Et même en prenant 10% de pénétration de marché ou 5%, ça donne une idée à savoir si c'est un marché qui a 1 million, 1 milliard et de se positionner en fait quand on fonctionne ça. Mais en tout cas, on revient sur que même si demain Mhm, on veut racheter des boîtes ou reprendre des sociétés, il faudra être cohérent. mhm. Et la cohérence, c'est que c'est pas parce que tu es spécialisé dans le domaine du sport, par exemple, que tu puisses reprendre une boîte dans le domaine de la finance. Il faudra rester cohérent, en fait, compte. Ou alors, Avoir une équipe qui ouais, permet c'est ça. Si toi-même, tu sais pas le faire, tu mets quelqu'un qui sait le faire. Une équipe, ouais, tout Ouais, à tu fait. mets quelqu'un. Enfin, une équipe, comme tu Une dis. équipe. Parce que même aujourd'hui, seul, et la plupart de certains, dont les soucis dont tu venais de parler, de toute façon, la Guadeloupe, c'est une économie déjà qui est mixte. Donc, tu retires déjà la moitié des actifs qui travaillent, qui sont fonctionnaires, enfin mixtes fonctionnaires. OK? L'autre partie, ben, c'est tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires, donc c'est agriculteurs, services bancaires, services financiers, assurances, etc. Et le tourisme. Agricole, services, tourisme, et voilà, je crois que c'est les plus gros. Ah, et les commerces alimentaires. Voilà, mais ça, on est en service, en fait, quand OK, d'accord. station de service commerce. Et donc, du coup, donc, lorsqu'on parle de reprise sur le territoire Guadeloupe, on serait sur les 3 domaines. Donc, agricole, vous connaissez comment ça se passe. L'agriculture ici, c'est banane canne. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans les familles, la succession, c'est pas pour vous, techniquement. Ensuite, peut-être que ça a changé, ça, sait-on jamais. Mais voilà. Ensuite, le tourisme, on aurait pu penser que, mais le tourisme est quand même centralisé. Il y a 4 gros hôtels sur la place, c'est centralisé aussi, c'est concentré. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, les gens font des gîtes, des hôtels. Donc, il y a une petite répartition qui se fait. Donc, quelqu'un qui aura peut-être... Airbnb. Voilà, mais ça reste... c'est quand même bien. Mais c'est une petite répartition, c'est pas centralisé. Tu dis que la part de marché, elle est petite par rapport aux hôtels? C'est-à-dire que si vous avez plein de poissons, ça fait un bon poisson, et qu'elle a un poids. Aujourd'hui, la fédération des gîtes et tout, on l'entend, hein, elle siège au niveau du MIDEF, elle siège, enfin, je veux dire qu'il y a du poids hein, aujourd'hui. Hein. Mais voilà, c'est pas tous les fonctionnaires les propriétaires de gîtes, voilà, c'est quoi, c'est peut-être 2000 ou deux. Voilà, il n'y en a pas, c'est pas autant de personnes qui travaillent aujourd'hui, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, la reprise, elle est liée à ça. OK. Et donc, on va rester limité quand même sur le territoire Guadeloupe. OK, d'accord. Sur le territoire Guadeloupe, tu dis qu'on est un peu limité, d'accord. Oui, par rapport à notre conjoncture actuelle. Ceux qui ont le plus d'embauches, etc., c'est les mairies de collectivités. OK. Après, tu vas voir EDF et tout. On ne va pas reprendre EDF, c'est pas Ouais, nous. ouais. Voilà. Et après, le reste, c'est voitures, voilà. Mais la succession, elle est déjà préparée depuis belle lurette. Du coup, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut créer une entreprise Aujourd'hui, aujourd'hui? on revient sur ce qui me permet à moi, par rapport à la conjoncture, par rapport à l'expérience que j'ai eue. Formation sur vous-même, faites du sport, ayez une activité physique. Il faut qu'on la gaïa, c'est-à-dire qu'il faut que physiquement, en termes de santé mentale, santé physique, que vous soyez aligné. Il faut faire du sport ou avoir une activité. Ça, c'est ce que je conseille. Avant d'aller se dire, ouais, je veux monter une boîte, je veux, etc. Pourquoi? Parce que je sais que des fois, on peut être sujet au burn-out, on peut être sujet à des problèmes liés à l'entrepreneuriat. Ouais, des choses qui peuvent arriver et qui peuvent mettre un homme ou une femme KO. Je suis d'accord, mais Et donc, est-ce qu'il faut être toujours être aligné? Parce que est-ce qu'il faut attendre d'être aligné? Quelqu'un peut attendre toute sa vie d'être aligné pour lancer quelque chose, du coup. qu'est-ce que tu entends par attendre? Il faut faire, c'est-à-dire que si par exemple tu te lances dans une activité de création d'entreprise, eh bien, c'est pas incongru de dire à la personne, est-ce que vous avez une activité physique ou sportive? C'est-à-dire que de se servir
de cette opportunité de créer une entreprise pour pouvoir commencer à aligner sa vie perso de sa vie professionnelle. Et quand on aligne la vie perso, il y a quoi? Il y a développement personnel, il y a faire du sport, il y a la santé. Autant que tu mettes des tâches sur, je dois aller rencontrer 10 nouveaux partenaires cette semaine, mais de mettre aussi, je dois faire 1 heure de sport. 1 heure de sport tous les jours. Tu prêches un convaincu, hein? Non, mais il y a pas de souci, tu me poses la question. Non, tu prêches un convaincu. Qu'est-ce qu'il faut pour la création? Mais aujourd'hui, je suis plus sur cette orientation. OK, parce que tu as des gens qui créent des entreprises qui ne font pas de sport. Oui, tout à fait. Donc, toi, tu parles d'équilibre. Mais quelqu'un qui veut créer une entreprise, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Donc, toi, ton conseil, c'est déjà prendre soin de soi. Se former, prendre soin de soi. Prendre soin de soi. OK. S'entourer. OK. S'entourer des bonnes personnes. Si par exemple, suite à votre ikigai, vous avez vu que vous voulez aller dans tel domaine, mais c'est pas votre personnalité de base, de commencer à s'entourer depuis là, en fait. OK. Donc, entourez-vous, venez sur Sport in Finance, jouez au Serious Game pour avoir déjà une meilleure vision de ce que vous souhaitez faire. Entourez-vous et ensuite, vous allez trouver les bons secteurs, les bonnes orientations, quoi. OK. Parce que si tu veux, c'est vrai que tu peux te dire, OK, dans ce secteur-là, par exemple, comme tu parlais, tu disais qu'à un moment, effectivement, la reprise, il y avait du business, d'accord? Mais si tu n'es pas financier pour peut-être rentrer dans les bilans et te dire que voilà, et que tu commences déjà à déléguer toute cette partie-là, peut-être que ce ne sera pas forcément si rentable que ça. Si à chaque fois que tu dois regarder un bilan, tu dois payer 2 000 € juste pour regarder le bilan, quand tu auras fait 10 bilans, tu seras déjà à 20 000 €. Uniquement en lecture de bilan. Je te prends l'exemple d'Oussama, il a tout fait avec l'IA. Hein. Oui, mais tu viens de dire qu'il faut faire attention à l'IA également. Mais là, c'est des analyses de documents. Sur une analyse de documents, l'IA va te faire l'analyse. Je te parlais vraiment sur la compétence, mais sur une information. Oui, tout à fait. Voilà. Mais sur une analyse de documents, l'IA va t'analyser le document. Ça va être la question qui va être importante. Qu'est-ce qu'il faut lui demander? Mais du coup, donc, tu as dit, donc, prendre soin de soi, être en bonne santé, se former, investir sur soi, prendre soin de soi, investir sur soi, bien s'entourer. Et maintenant, si j'ai une idée, je veux créer une entreprise. Donc, je prends soin de moi. D'accord, ok. Vous avez fait les prérequis, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet technique, on va dire. Une bonne idée, c'est déjà résoudre un problème. Ça, c'est le truc basique. Si vous faites quelque chose, mais ça résout le problème de personne, vous allez rester, vous n'aurez pas de marché. Et les risques, en fait, les plus gros flops, entre guillemets, lorsqu'on monte un business ou une société, ou ne serait-ce que une reprise, parce que ça peut être une société qui est en déclin, mais parce le problème, il a déjà été résolu, ou il faut aller sur un autre problème de façon à faire remonter une entreprise. Mais quoi qu'il en soit, il faut avoir un marché. Beaucoup de gens viennent et ils n'ont pas d'études de marché. Ils ont juste l'idée, ou la conviction, ou la sensation, ou l'intuition, ou ils ont eu un songe. Alors, ça peut arriver. Tu peux avoir un songe qui te dit, voilà, tu peux aller dans tel ou tel secteur. Mais derrière, il faut pouvoir le valider. Ouais, il y a plein d'entrepreneurs à succès qui disent que partir sur une intuition, une idée, c'est souvent le plus mauvais, en fait. Enfin, ils te disent que souvent, le bon business, il peut être contre-intuitif. Enfin, tu parles qu'une intuition, mais quand tu étudies justement, comme tu dis, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a un potentiel économique, est-ce qu'il y a un besoin? Tu peux avoir une passion aussi, tu te dis, bon, je vais vivre de ma passion, mais il n'y a peut-être pas de potentiel économique. Ouais. Donc toi, tu dis, OK, donc un potentiel économique. Problème. Ouais, un problème à résoudre. Problème à résoudre. OK. Et d'ailleurs... Dur, comme dit Stan. Qu'est-ce que tu dis? Alors, dur, c'est douloureux, urgent et reconnu. Oui, un problème dur. Oui, plus il est douloureux, plus il est urgent et plus il est reconnu. Reconnu dans le sens où tu as conscience du problème, mais plus tu as un potentiel économique. Ouais, c'est pas mal, effectivement, cette notion de définition pour montrer effectivement qu'on doit vraiment taper sur un problème. Moi, j'ai une autre approche, c'est que dans le Canva, c'est un document où tu peux... Lequel? Le business model Canva ou le Lean Canva? Le Lean Canva. Le Lean, OK. Qui est un peu plus axé sur le problème. Moi, j'ai fait une version différente où c'est grâce à toi, en fait, compte, parce que je me suis dit... Ah bon? Ouais.
Au départ, quand tu me dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu montes Ah, ta boîte? les 5 pour, Les quoi. 5 pourquoi. Ouais. Des 5 pourquoi, ce qui m'avait déjà, à l'époque, quand je connaissais pas, je me dis, ah ouais, j'ai monté ma boîte pour telle chose, d'accord. Et ça, c'est Sénèque, hein? Et ça, c'était cool. Les 5 pour, quoi. Oui, ça revient. Mm. Mais en tout cas, c'est déjà très bien. Et du coup, quand je dis à une personne de venir présenter son projet, je dis quel est le problème. Et je lui demande de me donner 20 problèmes par rapport Son à projet. son projet. 20. Je lui demande 20 en fait. Je dis, mais donne-moi 20 problèmes que tu peux Résoudre. résoudre. Ok. 20 problèmes. La personne me dit, ah, Mais pourquoi c'est comme 20? ça. Pourquoi 20? Tous, plus ou moins, quand ils arrivent à partir du 10e, ils savent plus quoi faire. Ils ont plus de problèmes. Et c'est là, je lui dis, mais creusez, creusez. Et c'est là qu'on commence déjà à développer le modèle économique Ok. et trouver peut-être une niche Ah, parmi les problèmes, tous les problèmes. parmi les problèmes. Un angle de... Un angle Ok. qui est différent. Un angle qu'on ne va pas voir souvent. On va dire, mais Un bon, océan bleu. le problème d'eau en Guadeloupe, c'est, ouais, il n'y a pas d'eau dans le robinet. OK. Ah ben, du coup, la pollution, c'est-à-dire l'eau qu'on ingère n'est pas bonne. Et que ça fait derrière? Ben, la maladie, mais peut-être quel type de maladie? Tu vois, on continue à chercher, jusqu'à ce qu'on se dit, ben, OK, ma société, c'est de faire en sorte, ben, c'est de purification d'eau, tu vois, purificateur d'eau. Ou bien on se dit, mais si on purifie l'eau, on a tout le temps de l'eau en bouteille, peut-être qu'il n'y a pas assez d'alcalin. Donc, du coup, comment on fait pour augmenter le niveau d'alcalin dans l'eau, par exemple? Du coup, il y a des gens qui fabriquent des machines de ionisation pour pouvoir remettre de l'alcalin dans l'eau. Tu vois, on va beaucoup plus loin. On arrive à une maladie, mais quel type de maladie? Ah, mais ça peut enflammer le corps. Plus tu vas essayer de chercher, identifier plus de problèmes, plus la réponse sera plus ou moins innovante ou novatrice. Et même si elle n'est pas novatrice, mais l'angle d'attaque sera différencié. Ouais, ça me fait penser à l'océan bleu. Vous connaissez le livre aussi? Tu connais? Ouais. En fait, c'est que, en gros, dans un marché, quand le marché, en fait, tout le monde est sur le même angle, le même angle d'attaque, hein, plus ou moins. Tu as beaucoup de requins. Tu as des poissons et tu as beaucoup de requins. Et ça s'appelle un océan rouge, parce que tu vois, les requins se mangent entre eux, mangent des poissons. Et en fait, l'océan, c'est le sang, c'est un océan rouge. Et l'océan bleu, c'est quand tu as des poissons et que, genre, tu es le seul pêcheur, requin, ce que tu veux. Requin, c'est une image. On va dire pêcheur. Tu es le seul pêcheur, où il y en a peut-être 2, 3. Et du coup, c'est pas une mare de sang. Et ça veut dire que, en fait, tu peux entrer soit dans un marché différent, ce qui est plutôt rare. C'est plutôt dans le même marché, mais avec un angle différent. Soit tu peux faire des pizzas, comme tout le monde, et ça marche, parce qu'il y a un besoin. D'accord? Soit, au même endroit, vous allez avoir plusieurs pizzerias, mais vous avez chacun un angle d'attaque différent. Il y a celui qui va faire des maxi pizzas. Ça va être des pizzas familiales et que les autres ne font pas. Donc là, c'est les gros mangeurs qui vont venir, les familles qui vont venir acheter des grosses pizzas ou des clubs. Voilà, des clubs, voilà. Tu peux avoir un gars qui fait des petites pizzas pour les gens qui ne mangent pas beaucoup, qui ne veulent pas acheter une pizza en entière. Le type de farine, le type de Voilà, pâte. ça peut être le type de farine, ça peut être des pizzas Ilfi, Ouais, où en fait tu as une pâte sans gluten, pour les gens qui font des intolérances au gluten. Tout le monde fait des pizzas, on peut être au même endroit et tous avoir des clients parce qu'en fait, on n'est pas dans le même océan. On a chacun créé notre océan bleu, en fait. Ok. Alors qu'on pourrait tous faire les mêmes pizzas, pareil, la même chose, la même carte. Et on est dans un océan rouge parce que Tout le monde fait la même chose. tout le monde fait la même chose. Et finalement, c'est les mêmes clients qu'on attire. Et même s'il est prouvé que même si on fait la même chose au même endroit, on attire plus de monde, même si c'est prouvé, hein, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme Carrefour, tout ça. Tu peux avoir, par exemple, au même endroit, tu peux avoir 4 boutiques de chaussures. Les gens vont aller plus souvent là qu'à un endroit où il y a une boutique de chaussures parce que tu auras différents choix au même endroit. Même si ils vendent tous des mêmes types de chaussures. Mais quand même, si tu as 4 magasins au même endroit de chaussures qui font des chaussures très différentes l'une et l'autre, tu vas attirer encore plus de monde. Si vous faites les mêmes chaussures, Se démarquer, quoi. ça va être sur le prix. Les pizzas, ça va être sur le prix ou le service. Et c'est ça. L'important, c'est de tester, en fait, compte. Donc, c'est de tester l'idée avec des petits marchés. Beaucoup de gens font ça, hein, ou des multinationales ou des sociétés. Donc, de tester avec des clients tests. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une communauté de personnes fans. Bon, c'est vrai que les fans ont toujours tendance à te dire, OK, c'est bon, mais de toujours tester tes produits, tes services en amont. En bêta, ce qui est bien, c'est que maintenant, par exemple, moi, par exemple,
je suis en train de développer une application de dashboard du président. Donc, je la fais tester en bêta pour mes clients qui sont déjà là et qui me donnent des retours, etc. Et avant de la sortir plus gros, de façon plus importante ou de la mettre en version payante. Mais c'est hyper important d'avoir cette notion de test, en fait, de compte. Ok, Donc, une idée n'est pas figée. Ok. Elle peut pivoter. Il faut s'attendre à la faire pivoter. Des fois, on part sur une idée et après, on voit que les gens veulent plus ça ou plus ça et on part sur celle. Et au final, on est sur une idée qui n'a rien à voir avec l'autre. Et on a ça aussi dans la levée de fonds. Au départ, on identifie des personnes pour lever des fonds ici. On dit, ouais, eux, c'est sûr, ils vont pouvoir, ils seront intéressés parce qu'ils sont dans tel ou tel secteur. Et on voit qu'au final, c'est quelqu'un d'autre enfin, c'est notre structure qui apporte des capitaux dans l'entreprise. Mm. Et même des fois, même dans des subventions, je dis, OK, je vais sur l'axe de hébergement touristique, hôtel 4-5 étoiles. Et ensuite, on me dit, non, c'est assez innovant, tu peux le faire passer en innovation. Tu vois? Ok. C'est une question de communication. Ok. Donc, on a dit l'idée. Mhm. Ok. Et qu'on a passé le cap de l'idée. Ben, effectivement, au départ, on était sur une idée, et après, il y a surtout la notion d'équipe. Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels, surtout ceux qui sont formés à au business plan ou bien au développement hein, d'entreprises, ils ont un point d'ordre sur l'équipe, c'est-à-dire qui porte le projet. Est-ce qu'il y a un financier? Est-ce qu'il y a un... Alors maintenant, en termes anglo-saxons, tu vas m'aider, mais est-ce que tu as un CTO? Si c'est plus orienté technologique. Ouais, COO, CTO, CEO. Bref. Voilà. Non. Si tu veux, voilà. Donc CTO, c'est l'équivalent de l'ingénieur, de technicien, surtout si on est sur de la chimie ou si on est sur de la technologie. D'accord? Donc il faut avoir quelqu'un un formulateur. Si on est sur de la chimie ou la pharma, etc., on va demander qui formule chez vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, juste comme ça, dans son labo, ou c'est une personne qui a au moins un bac+3 dans le domaine de la Ouais, quelles sont ses compétences, Ses compétences. son expérience, même s'il n'a pas de diplôme, mais s'il a une compétence qui Il faudra peut... la mettre en avant. Voilà, c'est ça. D'accord? Et si on ne voit pas du tout, ça pose problème. Parce que moi, si je dois mettre des sous dans une structure, tu me dis, oui, je vais faire du piment avec une sauce, etc. Je dis, est-ce que tu as quelqu'un qui forme? Non, mais de chez moi, même si de chez toi, à un moment donné, quand tu vas passer au niveau de Mhm. l'Institut Pasteur, ils vont te demander, et tu as un cahier des charges. Si tu n'arrives pas à lire le cahier des charges, on te dit que sur 100 millilitres, quelle est ta concentration de sucre, de sel, etc. pour pouvoir, et que tu n'es pas capable de donner les éléments ou de pouvoir remplir l'étiquette, Ok. faut un professionnel. Donc, du coup, si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux toujours payer un prestataire. Dans le devis ou dans le montage du dossier, je verrai. On doit avoir à un moment donné le devis ou l'expert. fait quoi, quoi. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. De plus en plus, enfin, les gens regardent l'équipe. Ah oui. Et ils regardent aussi beaucoup la personnalité du meneur. Exactement, ça Ouais. c'est très important. Quand tu parles d'équilibre et tout ça, Mhm. ils vont te faire passer des tests de personnalité pour voir un peu qui tu es, comment tu fonctionnes. Ok. Et tu as beaucoup de business angels, d'investisseurs Mhm. qui misent sur la personnalité du meneur. Mm. Est-ce que tu es capable, en fait, par exemple, face à de la pression, Mhm. comment tu vas te comporter? On parlait dans la voiture de patience ou de dossier, du financement. J'ai eu 2 exemples où la levée de fonds n'a pas abouti par manque de patience ou Ok. d'énervement. D'accord. Parce que la personne devait signer son compromis, mais à chaque fois qu'il y a un compromis de vente, on explique bien qu'il faut prévoir éventuellement à repousser. Parce que, voilà, ça peut arriver que la banque prenne du temps ou les différents documents ne sont pas arrivés à temps. Donc, il faut pouvoir décaler, être en mesure de décaler. Mais si la personne en face te dit non, non, deadline, c'est aujourd'hui, Mais non, mais ça marche pas comme ça. et que la personne dépose son dossier hier, comment tu veux avoir une réponse pour demain? C'est pas possible. Mm. Donc la personne est venue en stress et a été directement au niveau du siège et Ouais. a fait un scandale et ils ont carrément refusé le prêt. Ok, Dernière chose à faire. c'est clair. Ouais, alors, donc l'équipe. Ok, donc l'idée, l'équipe, Et tu disais la personnalité du porteur. la personnalité. Et après, au niveau, par exemple, est-ce que c'est une importance, par exemple, ton type d'entreprise? Alors oui, ça arrive. Par exemple, quand il y a eu la Covid, tous ceux qui avaient des projets touristiques et tout, Mhm. c'était pas le bon moment en fait, compte. Ou ceux qui l'ont fait quand même, parce que ça a été possible, d'accord? Eh ben, on leur a demandé 2 fois plus d'apport. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Sauf que les conditions sont différentes.
Ah non, quand je te parlais du type, excuse-moi, je te parlais plutôt du type, par exemple, SAS, Earl, Ah, SARL, ça, micro-entrepreneur. Est-ce que ça a une importance capitale? euh, Est-ce que c'est si important que ça? ça reste important. Ça reste très important parce que ça, dans mon cas, cela permet d'avoir ou pas des aides, des subventions, ou Ok. voilà. Donc c'est très important. Mais l'important, c'est surtout l'équipe, bien entendu, la Ouais. connaissance du projet. Donc Mm. s'ils se font bien accompagner, ce niveau où ils se disent, bah, je fais telle structure ou autre, s'ils sont bien accompagnés, ils sauront tout de suite aller dans la bonne. Mais Fabrice, j'entends l'équipe, hein, mais en Guadeloupe, on a beaucoup de, Et puis, on a beaucoup de TPE, d'entrepreneurs individuels, ouais, tout à fait. beaucoup d'autres, Micro-entreprises, ouais, tout à fait. énormément hein, de micro-entrepreneurs. Mhm. Euh, Comment on fait pour créer son projet sans une équipe et pour bien le faire? Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer. Ce que je voudrais, en fait, c'est que quelqu'un qui regarde cet épisode puisse avoir, qui se pose des questions sur créer son entreprise, qu'il n'a pas forcément fait, Mhm. ou qu'il a fait, peu importe, hein, puisse se demander, enfin, trouver des idées pour l'aider. Une roadmap, ben, écoutez, je vous fais un scoop aujourd'hui. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est en Guadeloupe ou dans tous les pays français où on a les aides aujourd'hui. J'avais calculé, on est quand même à un truc à milliard. Parce que si on est à peu près à 19% de chômage ici, c'est des personnes qui sont au chômage. Ce n'est pas un chiffre au hasard, donc il y a des nombres de personnes. Et quand on regarde les différents dispositifs qui existent, on a ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé un peu comme Harriet Truman, je dirais, celle qui a fait la voie de la route de la liberté. Celle qui, à l'époque où il y avait l'esclavage, elle allait piquer des esclaves dans chaque exploitation. Mais pour les sortir de là, il fallait le chemin. On ne pouvait pas aller comme ça parce qu'il fallait éviter les marécages, il fallait éviter les moustiques, les crocodiles. Donc, du coup, il y avait un chemin, en fait, contre. Et quand ils ont commencé à gérer ça, à comprendre ça, avec les tresses, notamment les tresses des esclaves, ils pouvaient donner des astuces. Quand ils faisaient Ok. les cheveux, ils donnaient Dans les cheveux. dans les Ok. cheveux, ils donnaient des cartes, des choses comme Ok. ça. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, chez nous, on a la possibilité de sortir les gens de la précarité. Mais pour sortir de la précarité, il faut, comme je l'ai expliqué, avoir votre idée, bien entendu, de création d'entreprise. Parce que c'est ce que moi, je connais. D'accord? Il y a peut-être d'autres façons de sortir Et on de est la d'accord, précarité. c'est pas obligé d'être innovant. Ça C'est peut être pas quelque chose obligé. qui fonctionne déjà. Ça peut être Voilà. quelque chose qui fonctionne déjà. Voilà. D'accord? Donc, déjà, il faut avoir un projet de création d'entreprise. Ok. Ça, c'est la base. Innovant ou pas, Voilà. même mieux, quelque chose qui existe déjà, Oui, oui. il faut que vous soyez en précarité. C'est-à-dire, je ne dis pas que mettez-vous en précarité pour aller Non, non, non. la liberté. Voilà. On parle à quelqu'un qui est déjà dans une situation de Déjà, précarité. situation, voilà. Voilà. Pour les 19%. Les autres, normalement, ils sont censés travailler. Sachant qu'il y a beaucoup de précarité en Guadeloupe. Ok, voilà. Ok. Donc, avoir un projet de création d'entreprise. On est toujours dans un dispositif parce que on a la chance d'être en France, la Cotorep, ou enfin tout ce qui est aide aux personnes qui ont une difficulté ou un handicap, mais qui n'empêche pas forcément de créer une boîte, d'être associé ou d'être administrateur d'une boîte. Ok. D'accord? Et même si on n'est pas administrateur, on peut quand même lancer un projet et être Actionnaire? actionnaire majoritaire. Ok. D'accord? Donc, l'idée, c'est que vous avez effectivement des prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, il suffit d'avoir juste une personne de confiance pour vous accompagner. Des fois, Ok. on va vous demander une caution, donc un cautionnaire, quelqu'un qui peut vous accompagner. Parce que c'est un peu normal que quand vous allez faire un projet, qu'au moins votre entourage sache que voilà, vous faites un projet, ça peut arriver. Mais vous avez le prêt d'honneur. Vous avez deux dispositifs à la région Guadeloupe qui est l'ARDA, c'est 10 000 euros, et vous avez l'ARIS qui est passé à 50 000 euros par rapport à un projet maxi qui arriverait à 100 000. D'accord? Donc, si votre projet fait 100 000, vous pouvez avoir 50 000 euros de subvention. C'est déjà pas mal, hein? D'accord? Donc, vous Ouais, avez la à moitié. financer que la moitié, en fait, compte. Ouais. D'accord? Ok. Pourquoi le chemin de la liberté? Ça veut dire qu'on a zéro au départ. Mais si vous êtes au RSA et que vous êtes en création d'entreprise, vous avez droit déjà à un accompagnement qui est gratuit, notamment avec Pôle emploi, France Travail. France Travail,
Merci. Pense-travail avec le parcours actif créa ou le parcours actif entreprendre, enfin, actif créa ou actif projet. Donc déjà, le projet, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le permis, hein. Mhm. Avec un parcours actif projet, par exemple, ben, vous pouvez demander le permis, en fait, compte, par rapport à ça. Mais il faut du temps, il faut de la motivation. Mais si vous ne voulez pas faire, donc le chemin de la liberté, il ne fonctionne pas, hein. Moi, je vous le dis déjà, d'accord? Mais si vous faites déjà ça, vous avez déjà une manne financière. Pause. Tu peux répéter ça, s'il te plaît. Que si... Non, je trouve que c'est tellement important parce qu'on cherche toujours des raccourcis. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais il faut bosser. Il y a des gens qui pensent, qui se sont tous là en train de se dire, je vais gagner à l'euro million. Tu peux gagner à l'euro million. Il n'y a pas de problème de te dire que je vais gagner à l'euro million. Mais si tu restes assis en attendant de gagner l'euro million, tu peux aussi ne jamais gagner à l'euro million. Donc, la Fabrice a dit un truc important, c'est l'a dit, soyez motivés et bougez-vous. Ouais. Voilà, il y a des solutions, mais il faut être motivé, Faut se lever et il faut se lever, hein, Faut aller les chercher. lever, bouger les autres, avancer. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir nous le donner. C'est là, il faut aller le prendre, en fait. C'est ça. Et Fabrice fait partie des personnes qui peuvent vous guider sur comment prendre ce à quoi vous avez droit. C'est un cheminement, bien entendu, Voilà. bien spécifique. Excuse-moi, t'as coupé. Les moins de 30 ans, vous avez le pige. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas des fois les fonds parce qu'on n'avait pas voté. Ouais, l'impact politique. Parce qu'on se dit, ouais, la politique, ça ne m'intéresse pas, ou etc. Ben, le fait est que le gouvernement n'avait pas encore voté le budget, ça a retardé tellement les choses que même le pige, qui est une aide pour les projets initiatives jeunes, c'est quand même 8 000 € pour les moins de 30 ans. Donc 8 000 €, c'est-à-dire qu'avant la création d'entreprise, vous envoyez le courrier, vous envoyez votre dossier, et c'est 4 000 € au niveau du CABIS, je crois, ou avant, dès que c'est validé, c'est 4 000. Et après, quand vous avez votre CABIS, vous pouvez justifier un CABIS. Ben, c'est quoi un CABIS? C'est le fait que vous avez créé. Mais créer une société, c'est pas si compliqué que ça. Il y a une différence entre monter une société viable et avoir un CABIS. Un CABIS, Ouais. c'est d'aller à la CCI, on vous demande des pièces. C'est ça. Et vous donnez les pièces et vous avez votre CABIS. Il y a des fois, on va vous demander des autorisations spécifiques. Débit de boisson, on va vous demander une licence. Vous êtes médecin, on va vous demander... Il y a des cas particuliers, mais techniquement, le fait de se déplacer dans des organisations qui sont là pour ça et avoir le papier, c'est pas le plus difficile. D'accord. Ok. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on a parlé, la vision, tout ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, quand vous avez votre idée de projet, vous êtes accompagné projet ou création, et dans la création, c'est des personnes qui sont novices, qui savent pas c'est quoi la finance, l'administratif, la comptabilité, ouais, les éléments liés à la création. Mais aujourd'hui, ce sont des informations, des ressources que vous pouvez avoir gratuitement parce que c'est déjà payé en fait, parce que vous êtes au RSA, parce que vous êtes dans une démarche, etc. Donc, c'est déjà payé. Donc, vous avez le prêt d'honneur, l'ARDA, l'aide au démarrage d'activité, donc 10 000. Alors, tous les projets ne sont pas des projets où, voilà, avec 70 000 €, vous pouvez vous lancer, mais c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on demande à un entrepreneur, c'est de commencer avec ce qu'il peut. Si on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez 0, mais vous pouvez avoir jusqu'à entre 50 et 75 000 € pour commencer votre projet, vous devez le faire. Et même si vous ratez, mais au moins vous aurez une expérience. Il y a des personnes qui ont commencé, qui ont fait des boîtes et qui n'ont pas pu continuer, mais qui ont été repérées par des chefs d'entreprise ou par d'autres personnes et qui ont été embauchés suite à ça parce qu'ils ont vu le côté autonomie, le côté créateur, je ne dis pas aventurier, mais des gens qui ont, entre guillemets, des couilles pour pouvoir se lancer. Malheureusement, par rapport au temps, on ne va pas pouvoir continuer plus longtemps. Par contre, Fabrice, on fera une session 2. Du coup, comme on n'a pas pu aller au bout, tu as certainement des ressources à partager, notamment par rapport à sport et finance. On les mettra dans la description. Tu me diras qu'est-ce que je dois partager de pertinent pour, par exemple, les créateurs d'entreprises. D'accord. D'accord. Les porteurs de projets. Donc, je mettrai ça dans la description. Je mettrai peut-être un lien aussi directement sur la vidéo. Je ne sais pas, je verrai. Mais parce que malheureusement, on ne peut pas aller au bout. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on continuera une autre fois. Donc, je rappelle sportinfinance.com. On va mettre le lien dans la description. On va mettre des ressources, des liens directs vers des ressources que tu as. Oui, tout à fait. Maintenant,
comment on va se quitter, j'aimerais savoir, est-ce que tu as un mot pour la fin, Jordi? Demain, tu voudrais être où? Moi, demain, Ouais. Par demain, rapport à tous tes projets, par rapport à toutes tes visions. ben, demain, enfin, c'est déjà écrit, hein, techniquement. Donc, je suis déjà en train de le mettre en place, techniquement, mais c'est vraiment être en famille et puis travailler avec ben, les personnes qui souhaitent ben, développer leur territoire. Donc, avec un développement endogène du territoire. Et donc, ce serait avec des amis, en famille et en développant le territoire local. Donc, sur un lieu spécifique, ça peut être la Guadeloupe. J'espère que ce serait la Guadeloupe, mais ce serait vraiment un lieu où on peut créer, donc créer et être en harmonie avec la nature. C'est vraiment ça. Donc, moi, le lieu que je trouve intéressant, ne serait-ce que pour tout ce que j'ai besoin de faire, c'est un lieu où on a un accès à la mer et un accès à la rivière. Il y en existe très peu sur le territoire, mais c'est ça. Voilà. Ok, top. Bien. Fabrice, on a manqué à tous nos devoirs. Tu connais le nom de la chaîne? Tu sais que j'y pensais au Ah, départ. c'est vrai? Ah, Et- mince. Tu connais le nom de la chaîne? Euh, C'est pas grave si tu connais pas. J'ai entendu. Ok, ben, J'y étais une fois et je crois que je suis abonné également. ok. C'est l'occasion de le rappeler. Ben, la chaîne, c'est ETLAJ. Tu sais ce que ça veut dire? Mhm. Non? Essaye. Euh, TLAJ. Allez, donne sa langue au chat. C'est et tous les autres jours. On est parti Ça. du concept, c'était un jour va mourir et tous les autres jours, ben, on va vivre. mhm. Donc, du coup, le concept, c'est chaque jour, c'est un nouveau jour. Ok, Voilà. Et chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. ok, ok. D'accord? Donc, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, Mhm. quand on se lève le matin, c'est tous les autres jours qui vont arriver, Ouais, c'est des nouvelles opportunités de plein de choses. ok. De se réaliser, de se réinventer, de surmonter nos obstacles, d'atteindre nos objectifs, nos projets. C'est le symbole profond de ETLAJ. Et Ok. tous les autres jours. Ok. OK? Donc, c'est dans ce sens qu'on t'a invité aujourd'hui. Donc, Merci. toi, tu étais là pour apporter ta pierre à l'édifice, Mhm. notamment pour toutes les personnes qui ont des rêves d'entreprendre, Mhm. ont des rêves de création. Des fois, il leur manque les financements parce qu'on a plein de personnes qui ont des compétences, mais qui se limitent juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. Qui se lance pas, quoi. Oui, des fois, ça peut être la peur, du truc, mais aujourd'hui, vis-à-vis de Fabrice, c'est vraiment au niveau des informations. Et aujourd'hui, c'est à montrer que, par exemple, pour les gens qui ne te connaissent pas, ben, ils peuvent faire appel à toi, Mhm. notamment pour des créations d'entreprises, des projets immobiliers, des financements. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre a Quatre. été réduite dans le sens où on a une offre, comme j'ai expliqué, on a une landing Vas-y. page et cette offre elle est très très spécifique et elle s'adresse à une Vas-y. clientèle vraiment particulière. En général, aujourd'hui, on est plus sur des projets d'infrastructure. Les clients qu'on a aujourd'hui, ce sont des clients qui créent des filières complètes de A à Z. C'est-à-dire, Mais par exemple, on est sur la filière, par exemple, si je dois créer une société demain de solaire, ouais, on va travailler sur la filière complète, c'est-à-dire la D'accord. fabrication des panneaux, ok. les dépôts de brevets, la fabrication, l'usine qui va fabriquer, l'école qui va former et les équipes qui vont vendre et qui vont installer. Donc, on est vraiment, à chaque fois, on est sur des filières complètes. Donc aujourd'hui, Après, les clients que j'avais déjà, ou Mhm. les amis, Mhm. je vais continuer à les accompagner. Mais aujourd'hui, on a atteint un niveau ok. où on... Tu veux plutôt te concentrer sur un pour les type de projet. voilà, Voilà. pour les gouvernements maintenant, parce que maintenant, voilà, on est pas... les gouvernements, alors pas forcément francophones, maintenant avec la Caraïbe et le CARICOM qui est arrivé, Ok. on peut aussi répondre à des appels à projets et mettre autour de nous des acteurs, mais on n'est plus sur un développement parce que l'impact, ce que j'ai compris, si Ouais. on veut impacter, il faut impacter en filière. C'est-à-dire que je peux avoir un client, mais on va tout de suite penser à l'essaimage. On va tout de suite penser au développement caribéen. Ça ne sera jamais une marque juste pour la Guadeloupe. Par exemple, ça sera peut-être un projet, mais avec la diaspora, avec la communauté, avec l'interaction caribéenne, avec l'Afrique qui est en train de se développer et qu'on parlait de nos opportunités, de choses qu'on peut mettre en place. Donc, on est vraiment sur des filières complètes. Ok. Ok. Alors Fabrice, si tu avais un mot de la fin. Ben,
C'est croire en ses rêves, comme d'hab. Pensez à vous, formez-vous et entourez-vous. Voilà. Et il y a un truc que tu as beaucoup dit. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites du sport et faites du volleyball. C'est pas mal. Ouais. Ça marche. Ok, ben merci beaucoup. Merci À la tout le prochaine. monde. Ok. À la prochaine. Ah, ciao, ciao. Merci tout le monde. Bye. Un jour, nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir. Et tous les autres jours, nous allons vivre, rêver, construire et nous épanouir. Un jour, nous allons mourir, mais chaque instant est un souvenir.